Salut tout le monde. Ce soir nous commençons avec l'univers étrange des règles médiévales bizarres, le genre de loi, qui semble absurde aujourd'hui, mais dans le contexte des châteaux, des pestes et de l'hygiène chroniquement déplorable, elles avaient du sens. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint depuis les quatre coins du monde. Maintenant, tamisez les lumières. Peut-être allumer un ventilateur pour ce doux bourdonnement d'ambiance. Et laissons-nous glisser. Ensemble dans le voyage de ce soir, vous sortez du lit, ou plutôt de ce tas de paille qui prétend être un lit et vous pensez, peut-être qu'au jour, j'essaierai de ressembler à quelque chose de moins désastreux et taché de boue. Vous lorgnez ce morceau de fourrure élégant que vous avez trouvé au marché et vous vous imaginez déambuler dans le village comme un influenceur médiéval. Mauvaise nouvelle, félicitations, vous venez de violer la loi, c'est exact, au Moyen-Âge. La mode n'était pas une question de goût, c'était une politique d'État. Bienvenue dans les lois somptuaires, qui disaient essentiellement « portez votre classe sur votre manche », littéralement. Si vous êtes un paysan, vous êtes coincé avec de la laine rêche, marron terne, assez irritante pour vous faire remettre en question l'existence de Dieu. Pendant ce temps, les nobles se pavanent en soie si brillantes qu'ils ont l'air trempés dans du sang de licorne, essayez de les imiter. La loi le remarquera. Les autorités pourraient vous trouver, vous humilier. Ou pire, vous jeter en prison. Imaginez pourrir dans un cachot pendant que les rats grignotent vos chaussures. Est-ce tout ça parce que votre cape avait l'air trop chic pour votre statut? Ce n'est pas exactement la rébellion glamour que vous aviez en tête. Et les nobles n'interdisaient pas seulement des couleurs au hasard. Non, ils étaient spécifiques. Le violet réservé à la royauté. Les bordures de fourrure comme l'hermine, interdites à moins que vous n'ayez un titre plus long que votre arbre généalogique. Même les chaussures avaient des règles, les riches portaient des poulaines. Ces chaussures pointues ridicules, si longues qu'elles devaient être attachées à vos genoux. Vous, humble cultivateur de terre, on s'attendait à ce que vous portiez des bottes en forme de vrais pieds humains, fonctionnelles, ennuyeuses et très peu à la mode. La logique derrière toute cette absurdité était simple. Les riches voulaient rester visiblement riches. Si vous leur ressembliez trop, toute la hiérarchie fragile pourrait s'effondrer. Imaginez qu'un noble soit confondu avec un type qui ramasse du fumier de cochon. L'horreur, bien sûr. Il y avait aussi un angle économique. Les nobles ne voulaient pas que les paysans gaspillent leur argent en foulard de soie alors qu'ils pourraient le dépenser en loyer, en taxes et peut-être le pot de vin occasionnel pour continuer à respirer, avoir l'air bien. C'était essentiellement du vol. Vol de dignité noble. Alors, vous enfilez votre toile de sac obligatoire chic et vous traînez à la lumière du jour en ayant l'air exactement aussi misérable que la loi l'exigeait. Parce qu'au Moyen-Âge, votre plus grand crime n'était pas la rébellion, l'hérésie ou le vol, c'était d'oser avoir l'air fabuleux, tout en étant jusqu'aux chevilles dans la boue. C'est le soir, vous êtes assis près du foyer, profitant du seul moment de chaleur que vous aurez de toute la journée, quand soudain la cloche de la ville retentit. Non, elle ne vous appelle pas pour le dîner. C'est la version médiévale de votre propriétaire qui vous dit d'arrêter de vous amuser. La cloche du couvre-feu. Couvre-feu vient du français couvre-feu. Littéralement couvrez votre feu. Au son de cette cloche, on s'attend à ce que vous étouffiez votre foyer, que vous éteigniez vos bougies et que vous plongiez essentiellement votre vie dans les ténèbres. Pas parce que les autorités voulaient que vous soyez bien reposé. Non. C'est parce que toute votre ville est faite de bois, de paille et de pure inflammabilité. Un idiot qui laisse sa bougie allumée pourrait transformer tout l'endroit en enfer flamboyant avant minuit. Donc la règle a du sens en théorie, mais en pratique cela signifie que vous êtes laissé à trébucher dans votre hutte dans le noir, à trébucher sur des poulets et à marcher dans des flaques. Suspecte que vous espérez vraiment n'être que de l'eau. Oubliez la lecture, de toute façon. Vous ne savez pas lire, oubliez la couture ou le travail tard le soir. À moins que vous n'aimiez vous poignarder la main avec une aiguille à la lueur d'une bougie. La vie nocturne, en ce qui vous concerne, n'existe pas. Bien sûr. Les riches ne suivaient pas exactement les mêmes règles. Les nobles avaient des maisons en pierre et des serviteurs pour s'assurer qu'ils ne brûlent pas leur château. Donc ils pouvaient garder leurs feux allumés. Mais vous êtes coincé avec l'heure du coucher forcé. Courtoisie du clocher. Et si vous vous faites prendre à l'ignorer, l'amende vous coûtera plus d'une semaine de salaire. La cloche n'était pas seulement une question de sécurité incendie non plus. L'obscurité gardait les gens à l'intérieur, ce qui signifiait moins d'ivrognes titubants qui se poignardaient entre eux, et moins de voleurs qui rôdaient dans les ruelles. Considérez ça comme le gouvernement médiéval, qui dit « nous ne pouvons pas arrêter le crime ».
Mais nous pouvons au moins nous assurer que vous avez trop peur de quitter votre maison après la tombée de la nuit, alors vous voilà allongé sur votre matelas de paille bien éveillé écoutant les rarranger les poutres et les voisins ronfler à travers les murs de bois mince. Tout ça parce que quelqu'un a décidé que la façon la plus sûre de gérer une ville était de traiter chaque résident comme un enfant de 600 à l'heure du coucher. Ce n'est pas glamour. Mais la cloche du couvre-feu a probablement sauvé d'innombrables villes de partir en fumée. Pourtant, quand vous soufflez votre bougie ce soir, rappelez-vous simplement que la règle existe non pas parce que vous êtes irresponsable, mais parce que quelqu'un d'autre l'est définitivement. Vous vous réveillez affamé. Vous fantasmez sur du porc rôti toute la matinée. Peut-être même une tranche de bœuf si vous avez vraiment de la chance. Vous entrez dans la cuisine. Enfin, l'acte d'une seule pièce que vous partagez avec votre famille et la réalité vous frappe au visage. C'est vendredi, ce qui signifie pas de viande. Encore une fois, bienvenue dans les lois alimentaires médiévales. Courtoisie de l'Église. Près de la moitié du calendrier était interdite pour la viande. Les vendredis, le carême, lave. D'innombrables jours de fête dédiés à des saints dont vous n'avez jamais entendu parler. Tout cela s'additionne à plus de poissons que vous n'avez jamais voulu voir. Oubliez le bacon. C'était encore du hareng salé. Le message spirituel, discipline et sacrifice. Le message pratique. S'il vous plaît, arrêtez de manger toutes les vaches avant l'hiver. Vous pourriez penser que c'était absurde. Mais il y avait une logique. Les vaches étaient précieuses, elles tiraient les charrues, donnaient du lait et fournissaient du cuir. Si tout le monde les abattait au premier signe de faim, le système agricole s'effondrerait plus vite que votre appétit à la vue d'un autre poisson mariné. Ces règles étalaient les provisions alimentaires, stimulaient l'industrie de la pêche et maintenaient un semblant d'ordre dans un monde à une mauvaise récolte de la famine. Pourtant, ça ne rend pas ça amusant. Imaginez rentrer chez vous après 12 heures dans les champs pour trouver une assiette de poisson séché qui vous regarde fixement comme s'il savait que vous êtes déçu. Les riches en sortaient légèrement mieux. Ils avaient accès à l'esturgeon, aux anguilles ou à des plats élaborés de fausses viandes à base d'amandes. Vous, pendant ce temps, étiez coincé à ronger une carpe osseuse qui avait le goût de boue, bien sûr. Les gens trichaient. Les contrebandiers vendaient de la viande de contrebande les jours de jeûne. Et beaucoup de paysans rôtissaient discrètement un poulet derrière des portes closes. Mais si vous vous faisiez prendre, amende, humiliation, publique ou pénitence, ce qui signifiait généralement rester debout dans l'église pendant des heures pendant que tout le monde vous fixait comme si vous aviez condamné leurs âmes à vous seul. L'ironie, c'est que ces restrictions alimentaires ont façonné des économies entières. Les villes prospéraient grâce à la pêche, les monastères faisaient fortune avec le poisson conservé, et les jours de jeûne donnaient aux cuisiniers une raison de devenir créatifs avec les céréales, les légumes et les légumineuses. Alors, pendant que vous mâchez votre 47e assiette de hareng salé, rappelez-vous simplement que vous ne souffrez pas pour rien. Vous soutenez la version médiévale de la sécurité alimentaire européenne. Pourtant, aucune règle dans l'histoire n'a jamais fait que le poisson ait le goût du bacon. Et c'est là. Vraie tragédie, vous mourrez de faim. Votre famille meurt de faim. Le ragoût de chou que vous mangez toute la semaine a le goût de la tristesse sous forme liquide. Puis vous le voyez, un lapin dodu, sautillant joyeusement à travers les bois, mendiant pratiquement pour être rôti. Parfait, n'est-ce pas? Faux. Ce lapin appartient à votre seigneur. Tout appartient à votre seigneur. Les arbres, les cerfs, les sangliers, et oui, même ce petit lapin suffisant, bienvenue dans les lois de chasse médiévales. Ou attraper le dîner sans permission pourrait faire de vous un criminel. Les forêts n'étaient pas des terres publiques. C'était la version médiévale d'une réserve de gibier privé. Et votre noble local n'allait pas partager. Il se fichait que vous mâchiez des navets comme une chèvre désespérée. Il voulait de la venaison à son festin et vous n'étiez pas invité. Donc, si vous osiez piéger ce lapin, vous braconniez. Un crime pris à peu près aussi au sérieux que le meurtre. Les punitions variaient. Mais aucune n'était agréable, dans le meilleur des cas. Une amende que vous ne pourriez jamais payer, dans le pire des cas. Une main coupée. Vraiment mauvais cas, exécution. Imaginez être pendu pour l'équivalent médiéval du vol d'un nuguet de poulet. Et les nobles ne protégeaient pas seulement leur nourriture par cupidité, les droits de chasse étaient une façon de montrer le pouvoir. Être capable de chevaucher dans la forêt avec des chiens et des arbalètes n'était pas seulement récréatif, c'était une démonstration de force en direct. Pendant ce temps, vous étiez censé applaudir poliment pendant que vos paris massacraient des animaux que vous n'étiez même pas autorisé à toucher, bien sûr. Les paysans braconnaient quand même, la faim est persuasive, et les lapins se reproduisent plus vite que la punition ne pouvait suivre. Des villages entiers se rassemblaient parfois pour des chasses secrètes, se glissant dans les bois la nuit avec des filets et des gourdins. Le frisson n'était pas seulement d'attraper de la nourriture, c'était de défier le système,
ne serait-ce que pour un repas. Mais si vous vous faisiez prendre, disons simplement que le Seigneur ne vous voyait pas comme ingénieux. L'ironie, c'est que pendant que vous risquiez la mort pour un lapin, les nobles tuaient des animaux en masse juste pour le sport. Des centaines de cerfs pouvaient être massacrés en une seule chasse, pas parce que quelqu'un avait besoin d'autant de viande, mais parce que ça avait l'air impressionnant. Alors vous rentrez chez vous les mains vides, l'estomac grognant, rêvant de lapin rôti que vous ne goûterez jamais. Parce que dans l'Europe médiévale, la survie ne concernait pas la compétence, il s'agissait de se rappeler que même la faune connaissait mieux sa place que vous. Vous avez été accusé d'avoir volé une miche de pain. L'avez-vous volé? Peu importe, au Moyen-Âge. La vérité n'était pas décidée par des preuves ou des témoins. Elle était décidée par Dieu, et Dieu faisait apparemment un boulot secondaire en tant qu'animateur de jeux télévisés. Bienvenue dans l'épreuve par Lord Ali. La justice avec la subtilité d'une masse, la logique était simple. Si vous étiez innocent, Dieu vous protégerait. Si vous étiez coupable, il vous laisserait brûler, vous noyer ou saigner. Ce qui semble juste jusqu'à ce que vous réalisiez que l'Europe médiévale était pleine de personnes innocentes avec une terrible malchance. Prenez l'épreuve par le feu. Le juge vous tend une barre de fer rouge et dit « Marchez 3 pas ». Vous le faites, la peau grésillant comme du bacon au petit déjeuner. Ensuite, il bande votre main et attend 3 jours. Si ça guérit bien, félicitations, vous êtes innocent. Si ça s'infecte, ce qui, dans un monde sans savon ni antibiotiques, arrivera absolument coupable, profitez de votre punition, ou peut-être que vous obtenez l'épreuve par l'eau. Il vous attache et vous jette dans un étang. Coulez, innocent. Bien que vous soyez maintenant au fond de la rivière. Flottez, coupable. La logique ici était que l'eau pure rejetterait les menteurs. Ce qui est exactement le genre de bêtises auquel vous pensez qu'en personne n'a encore inventé la science. Et puis il y avait l'épreuve par le combat. Quelqu'un vous accuse d'un crime et au lieu d'avocat, vous attrapez tous les deux des épées et vous vous affrontez. Dieu choisit apparemment le gagnant. Ce qui semble noble jusqu'à ce que vous réalisiez que l'autre type fait 1,95 mètres et s'entraîne depuis sa naissance, pendant que vous bêchiez des pommes de terre. Devinez qui Dieu favorise. Aujourd'hui, pour être juste, ces épreuves n'étaient pas toujours prises littéralement. Les prêtres interprétaient parfois les résultats pour éviter de tuer trop de gens. Et finalement, l'Église a interdit les épreuves complètement au XIIIe siècle. En partie parce qu'ils ont réalisé que brûler la main de ce type et voyez ce qui se passe n'était pas le système juridique le plus fiable. Mais pendant des siècles, les épreuves par Lord Ali étaient l'étalon de la justice, ce qui signifie que si vous viviez à cette époque, votre innocence n'était pas prouvée par l'honnêteté ou le caractère, elle était prouvée par le fait que vous pouviez survivre ou non à des tours de passe-passe médiévaux avec le feu et l'eau. Alors, la prochaine fois que vous vous plaignez du devoir de jurer, rappelez-vous qu'au moins personne ne vous demande d'attraper une barre de fer chaude d'espérer que les soins divins de la peau vous sauvent. C'est dimanche matin, vous aimeriez faire la grâce matinée, mais les cloches de l'église sonnent déjà comme si quelqu'un frappait une vache avec une poêle à frire. Vous vous traînez à la messe parce que si vous ne le faites pas, vous risquez des amendes. La pénitence ou pire, les potins publics, qui dans un village médiéval se répandent plus vite que la peste. Maintenant, voici le piège. Après la messe, vous n'êtes pas autorisé à travailler du tout. Pas de labour, pas de tissage, pas de réparation du toit qui coule actuellement dans votre pot de ragoût. La règle est simple, le dimanche est le jour de Dieu, pas le vôtre. Vous êtes censé vous reposer, réfléchir et éviter le péché, ce qui semble génial en théorie jusqu'à ce que vous réalisiez que votre propriétaire se fiche que vous vous reposiez. Il veut toujours son loyer. Et les mauvaises herbes dans votre champ n'ont pas reçu le mémo du sabbat. L'Église, pour être juste, a appliqué cela pour plus que la piété. Un jour de repos hebdomadaire empêchait les paysans de littéralement se tuer au travail jusqu'à une mort prématurée, dans un monde où les vacances signifiaient s'effondrer dans la boue. Le dimanche était le seul jour où vous pouviez éviter de tomber mort dans le champ. Appelez ça la politique RH médiévale enveloppée dans les Écritures. Bien sûr, le repos était un terme relatif. Vous ne vous prélassiez pas avec du vin et du fromage. Vous étiez assis à travers un sermon de 2 heures en latin que vous ne pouviez pas comprendre, suivi d'une prière sans fin. Après ça, peut-être vous glisseriez une sieste avant que le prêtre ne vous rappelle que la paresse était aussi un péché. En bref, le dimanche vous donnait le choix d'être ennuyé dans la sainteté ou coupable de paresse. Naturellement, des exceptions existaient. Les nobles chassaient encore. Les serviteurs servaient encore. Et les urgences comme éteindre un feu ou accoucher d'un bébé ne comptaient pas comme du travail. Mais si vous essayez de vous faufiler dans un peu d'agriculture supplémentaire, quelqu'un vous dénoncera. Et soudain vous vous retrouviez pieds nus dans l'église pendant que le prêtre vous grondait devant tout le village.
Pourtant, la règle avait du pouvoir de rester. Sans elle, les paysans auraient peut-être travaillé 7 jours par semaine jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Le sabbat vous donnait au moins l'illusion du repos. Un petit tampon entre le labeur sans fin et la mort inévitable. Alors vous rentrez chez vous en traînant les pieds après l'église. Mangez votre bouillie froide et vous reposez en fixant le mur. Félicitations. Vous avez survécu à un autre dimanche sans pécher accidentellement. En quelque sorte, vous avez décidé que vous en avez marre de cultiver de la boue et de manger de la soupe aux choux. Alors vous voulez essayer votre main à un métier. Peut-être que vous deviendrez boulanger, forgeron ou même tisserand. Excellente idée. Sauf que vous ne pouvez pas simplement commencer à marteler du métal ou à vendre des mix de pain. D'abord, vous avez besoin de la bénédiction de l'équivalent médiéval d'une famille mafieuse, la guilde. Les guildes contrôlaient tout. Vous voulez faire du pain? Vous devez être dans la guilde des boulangers. Vous voulez ferrer des chevaux? Guilde des maréchaux-ferrants. Vous voulez sculpter des cuillères en bois? Croyez-le ou non, il y avait probablement une guilde pour ça aussi. Et si vous essayez de travailler en dehors du système de guilde, vous seriez condamné à une amende, expulsé ou parfois battu pour vous rappeler les règles. Rejoindre n'était pas facile. D'abord, vous deviez passer des années comme apprenti, travaillant essentiellement gratuitement en échange d'expérience. Après ça, vous passiez à compagnon, errant en essayant de gagner des salaires tout en étant toujours sous les règles de la guilde. Mais qu'après avoir produit un chef-d'œuvre, littéralement un exemple parfait de votre métier, que vous pouviez postuler pour devenir maître vous-même, et qui jugeait votre chef-d'œuvre, les autres maîtres de la guilde qui avaient toutes les raisons de s'assurer que moins de gens rejoignent leur petit club. Ça vous semble familier, n'est-ce pas, à première vue? Tout cela semble étouffant, mais il y avait de bonnes raisons. Les guildes établissaient des normes de qualité pour que les gens ne meurent pas de pain fait de sciure de bois ou d'armure qui se brisait au premier coup. Elle régulait les prix pour éviter le chaos sur le marché. Elle protégeait également les membres de la concurrence, ce qui semble moins noble, mais était très efficace si vous étiez dans le club. Pour vous, l'inconvénient était évident. Sans adhésion à une guilde, vous ne pouviez pas légalement vendre votre travail. Vous finissiez comme ce type qui a essayé d'ouvrir une boulangerie discount et s'est fait fracasser son four par les exécuteurs de la guilde. Les avis Yelp médiévaux n'étaient pas écrits avec des mots, ils étaient écrits avec des briques à travers votre fenêtre. Pourtant, les guildes offraient de la sécurité si vous faisiez partie d'une. Vous obteniez protection, formation et une voix dans les affaires de votre ville. Sinon, vous n'étiez qu'un autre paysan prétendant savoir comment marteler du fer. Alors vous raviez votre fierté, balayez le sol de l'atelier pendant 7 ans comme apprenti, et espérez qu'un jour votre chef-d'œuvre ne soit pas rejeté. Parce qu'au Moyen-Âge, vous ne pouviez pas simplement suivre votre passion. Vous deviez suivre la guilde ou sinon, vous ne possédez pas d'horloge. Vous ne savez même pas ce qu'est une horloge. Le temps pour vous, c'est ce que la cloche de l'église locale dit qu'il est. Et ces cloches, elles ne s'arrêtent jamais. Elles sonnent pour vous réveiller. Elles sonnent pour vous traîner aux prières. Elles sonnent pour le travail, pour le repos, pour les repas et pour l'heure du coucher. Fondamentalement, le clocher médiéval était votre parent autoritaire. Et vous ne pouviez même pas claquer la porte de votre chambre pour y échapper. Imaginez, vous êtes dans les champs, faisant enfin des progrès avec la charrue quand, donc, il est temps d'arrêter et de prier. Vous murmurez quelques mots à Dieu, retournez au travail. Et juste au moment où vous retrouvez un rythme, les cloches de midi, il est temps de manger votre repas gastronomique de pain, d'oignons et de déception. Quelques heures plus tard, juste quand vous pensez peut-être rattraper le travail, vêpres, c'est reparti. Et ce n'était pas seulement une question de religion. Les cloches contrôlaient aussi la vie civique. Elles annonçaient les ouvertures de marché, les couvre-feux et les urgences, incendie dans la ville cloche, attaque ennemie, cloche, quelqu'un d'important est mort cloche, fondamentalement. Les cloches étaient la version médiévale des notifications push, constantes, bruyantes et impossibles à éteindre. Le pire, c'est que vous n'aviez pas votre mot à dire. Le prêtre ou les officiels de la ville décidaient quand les cloches sonnaient et vous obéissiez, peu importe si vous étiez fatigué, au milieu d'un repas ou à mi-chemin de quelque chose d'important. La cloche vous possédait. Vous avez trop dormi. Tout le monde le sait parce que vous avez raté les cloches du matin. Vous partez du travail tôt. Tout le monde le sait parce que les cloches n'avaient pas encore sonné. Vous oubliez de vous présenter à la messe. Devinez quoi, les cloches ont cafardé. En théorie, les cloches fournissaient de l'ordre dans un monde sans montre ni alphabétisation. La plupart des gens ne pouvaient pas lire un calendrier, encore moins suivre les heures. Le son des cloches structurait le chaos, mais pour vous, cela signifiait que votre vie était moins vivre librement et plus être le chien de Pavlov des siècles avant Pavlov. Alors vous continuez à avancer, les oreilles sonnantes,
toute votre existence sculptée en morceaux de temps en forme de cloche. Parce qu'au Moyen-Âge, vous ne demandiez pas quelle heure il était. Vous attendiez que les cloches vous disent qui vous étiez, où vous deviez être, et exactement combien peu de contrôle vous aviez réellement. Vous puiez. Tout le monde pue. C'est le Moyen-Âge, après tout. Alors, quand vous parvenez enfin à gratter assez de pièces pour visiter le bain public local, vous pensez que peut-être, juste peut-être, vous partirez en sentant moins la chèvre humide. Vous entrez, prêt à frotter des semaines de crasse de votre peau, et vous trouvez les portes fermées. Pourquoi ? Parce que les autorités de la ville ont décidé que les bains publics sont essentiellement des usines à peste. Et pour être juste, ils n'avaient pas tout à fait tort. Les bains publics n'étaient pas seulement pour les bains, ils servaient aussi de clubs sociaux, de centres de potailles, soyons honnêtes, de bordels économiques, un endroit où vous pouviez discuter, tremper et attraper une maladie. Tout en une seule visite pratique, quand la syphilis et la peste ont balayé l'Europe, le bain public est devenu le bouc émissaire préféré de tout le monde. Fermez-les et peut-être que les gens arrêteront de tomber comme des mouches, ou peut-être qu'ils continueront juste à puer. Ce qui est au moins contagieux. Mais voici le problème. Sans bain public, vos options d'hygiène sont limitées. Laver à la maison signifie transporter des seaux d'eau, glacer du puits, les verser dans une baignoire en bois et prétendre que cela compte comme une journée au spa. Le savon est cher, l'eau chaude est un luxe, et honnêtement, votre famille préférerait utiliser ce bois de chauffage pour cuisiner de la nourriture plutôt que de s'assurer que vous ne sentez pas le désespoir. Bien sûr, les nobles ne jouaient pas toujours selon les mêmes règles. Ils avaient des bains privés, des huiles parfumées et des serviteurs pour les frotter. Vous êtes laissé à vous frotter avec un chiffon et à espérer que personne ne remarque que votre muscle naturel pourrait effrayer les loups, et voici le coup de grâce. L'Église considérait souvent les bains publics avec suspicion de toute façon. Trop de nudité, trop de mélange des sexes, trop de plaisir. Si vous en profitiez, c'était probablement pécheur. Donc, les bains publics vivaient dans cette zone grise morale bizarre. Toléré une année. Interdit la suivante. Vous ne saviez jamais si votre trempage du soir vous laisserait rafraîchi ou excommunié. Alors vous rentrez chez vous en traînant les pieds, la saleté toujours incrustée sous vos ongles, les cheveux gras, la peau qui gratte. Vous vous dites que se laver est surfait, que personne ne remarque de toute façon. Sauf qu'ils ils le font tous. Tout le monde danse. Votre village sont la même chose. Sueur, fumée, bétail et chèque. Parce qu'au Moyen-Âge, se laver n'était pas seulement une question d'hygiène, c'était une question de politique, de moralité et de savoir si la ville pensait que votre bain public sauvait des âmes ou propageait la mort. Spoiler, c'était probablement les deux. Vous l'avez fait, après des mois de travail éreintant et de manger de la bouillie qui a le goût de la tristesse. Vous avez économisé quelques pièces. Vous pensez, peut-être que je vais me faire plaisir. Peut-être que je vais acheter quelque chose de joli. Quelque chose qui dit, je suis peut-être pauvre, mais j'ai encore de l'amour-propre. Faux. La loi médiévale dit que vous ne pouvez pas. Revenons aux lois somptuaires. Les règles qui garantissaient que vous ne vous habilliez jamais mieux que vos supérieurs. Disons que vous êtes un marchand riche. Vous avez gagné de l'argent décent en échangeant de la laine et maintenant vous voulez une tunique en velours. Pas si vite. Le velours est réservé aux nobles. Tissu violet ? Oubliez ça. C'est essentiellement la couleur de marque déposée médiévale de la royauté. Bordure en fourrure. Seulement si votre arbre généalogique comprend quelqu'un avec le 3e à la fin de son nom. Pour vous, la loi exige un chic de sac de pommes de terre beige, et l'application était sérieuse. Les inspecteurs parcouraient réellement les villes en vérifiant les ourlets, les tissus et les couleurs. Si vous portiez de la soie sans le bon pédigré, vous seriez condamné à une amende. Imaginez essayer d'expliquer que vous êtes endetté parce que vous avez acheté une chemise légèrement trop brillante. C'est la police de la mode dans sa forme là. Plus pure. La logique, bien sûr, était l'ordre. Si un duc et un marchand entraient tous les deux dans l'église en portant la même tenue, le chaos pourrait s'en suivre. Comment quelqu'un serait-il devant qui s'inclinait ? Les nobles ne pouvaient pas risquer d'être confondus avec des roturiers. Donc la loi gardait les classes visuellement séparées, comme des uniformes médiévaux codés par couleur. Et ne pensez pas que vous pourriez contourner les règles. Les gens cafardaient. Si votre voisin vous repérait dans une cape qui avait l'air un peu trop luxueuse, il vous dénoncerait. Pas parce qu'il se souciait de la loi, mais parce que vous voir humilié au tribunal était le meilleur divertissement qu'il aurait tout le mois. Pendant ce temps, les nobles eux-mêmes se pavanaient dans des tenues si voyantes qu'ils avaient besoin de serviteurs entiers juste pour porter leurs manches. Leurs chaussures s'enroulaient en pointe si longues qu'elles devaient être attachées à leurs genoux. Mais vous avez de la chance si on vous autorise une boucle de ceinture qui ne roule pas. Alors, vous rangez vos rêves de velours et vous contentez d'une autre tunique en laine.
vous fondant dans la mer grise-marron de médiocrité qu'était la mode médiévale pour les non-élites, parce que dans ce monde, les vêtements ne faisaient pas seulement l'homme, ils lui rappelaient exactement à quel point il était classé bas. Vous avez encore faim. Ce qui est moins une surprise et plus un état d'être permanent. Aujourd'hui, vous pensez peut-être que je vais me faire plaisir avec quelque chose de fantaisiste. Une oie ou du pain blanc comme les nobles mangent. Malheureusement, le livre de règles médiévales se moque déjà de vous, parce que dans ce monde, même votre dîner est un rappel que vous n'êtes pas important. La nourriture était divisée par classe, et les lois s'assuraient que vous le sachiez. Les nobles obtenaient les bonnes choses. Venez-en. Cygne, faisan et pain blanc fait de farine raffinée. Vous, par contre, vous obteniez du pain d'orge si dense qu'il pouvait servir d'arme. Vous mangiez des oignons, des poireaux, du chou et encore plus de choux. En cas de doute, toujours plus de choux. Votre ragoût n'était pas assaisonné d'herbe, il était assaisonné de désespoir. Le pain blanc était particulièrement humiliant. Ce n'était pas seulement plus savoureux, c'était littéralement un symbole de statut. Seuls les riches pouvaient se permettre de gaspiller de la bonne farine sur des miches fantaisie pendant que vous étiez coincé avec du pain sombre qui ressemblait et avait le goût d'un butoir de porte. Et si vous essayez de contourner ça, disons acheter une oie en cachette ou glisser de la venaison dans votre pot, félicitations, vous êtes coupable de manger au-dessus de votre station. Amende, humiliation ou pire, imaginez expliquer à vos enfants que vous êtes en prison à cause du pain. Les règles n'étaient pas seulement une question de snobisme de classe, elles avaient aussi des racines pratiques, en réservant les aliments de haut statut à l'élite. La société rationnelle et ressources limitées. Si chaque paysan rôtissait des cygnes le dimanche, il n'y aurait plus de cygnes pour le festin du duc, et soyons honnêtes. Le festin du duc allait toujours compter plus que votre survie, bien sûr. Cela n'empêchait pas les paysans de rêver. Les balades et les blagues se moquaient souvent de l'idée d'un pauvre homme qui se faufile de la venaison ou une oie rôtie. La nourriture était l'équivalent fantastique de gagner à la loterie. Vous n'imaginiez pas des châteaux ou des couronnes, juste un repas qui n'avait pas le goût de boubouillis. Alors vous avalez un autre bol de gruau, d'orge mince, regardant avec envie la salle de banquet des nobles de l'autre côté. Ils déchirent du pain rôti, pendant que vous rongez du pain assez dur pour ébrécher une dent. Parce que dans l'Europe médiévale, même ce que vous mangiez était un rappel appliqué par la loi que votre place dans le monde était fermement au bas de la table. Vous toussez une fois sur le marché. Mauvais mouvement. Soudain, tous les regards sont sur vous comme si vous veniez d'avouer la sorcellerie. Bienvenue en saison de peste où un éternuement peut faire fermer tout votre quartier. Au Moyen-Âge, la quarantaine n'était pas optionnelle. Si quelqu'un dans votre maison tombait malade, les autorités verrouillaient joyeusement votre porte de l'extérieur et clouaient une croix dessus, pour que toute la ville sache que vous étiez essentiellement un danger biologique ambulant. Vous ne sortiez pas avant que tout le monde à l'intérieur ne soit guéri ou enterré. L'air frais? Oubliez ça. La règle était « mieux vaut une famille morte qu'un village mort ». Réconfortant. Les marchés fermaient, les auberges fermaient, les mariages, les foires et les festivals disparaissaient. Fondamentalement, tout ce qui rendait la vie un peu moins misérable était illégal. La logique était solide. Gardez les gens séparés et peut-être qu'ils arrêteront de propager la mort comme des échantillons gratuits à une foire. Mais pour vous, cela signifiait la famine, l'isolement et beaucoup de conversations gênantes avec votre famille dans une seule pièce exiguë. Si vous aviez la malchance d'être un fossoyeur, les choses empiraient encore. Les autorités vous forçaient à travailler jour et nuit à transporter des cadavres, creuser des tranchées et essayer de ne pas attraper la chose même que vous enterriez. Refusez, et vous seriez puni comme un criminel, sauf que vous mourriez probablement quand même. Les options de carrière étaient sombres, et n'oublions pas les interdictions de voyage. Des villes entières fermaient leurs portes aux étrangers. Les étrangers étaient traités avec suspicion. Les marchands étaient refoulés. Et si vous parveniez à vous faufiler, vous étiez accueillis avec des fourches au lieu de l'hospitalité. Le tourisme pendant les années de peste ne prospérait pas exactement, bien sûr. Ces règles avaient leur moment de brillance médiévale. Certaines villes ont effectivement réduit le nombre de morts en appliquant une quarantaine stricte. D'autres ont juste paniqué, tout fermé et espéré que Dieu remarquerait. Dans tous ces cas, le résultat était le même, vous coincez à la maison, rationnant du pain rassis et espérant que la toux de vos voisins ne dérivait pas à travers les murs. Alors, vous êtes assis dans votre maison scellée, regardant votre famille, vous demandant qui va commencer à tousser ensuite. Le seul avantage, pour une fois, vous n'avez pas à aller à l'église, mais c'est difficile de célébrer quand le prêtre est dehors. Marquez votre porte comme si c'était la version médiévale d'un autocollant de danger. Parce qu'au Moyen-Âge, briser la quarantaine ne signifiait pas seulement risquer votre vie, cela signifiait risquer toute
le village. Et tout le village était très motivé pour s'assurer que vous restiez à l'intérieur de façon permanente si nécessaire. Vous êtes finalement mort. Félicitations. La mauvaise nouvelle, même dans la mort. Les règles vous tiennent toujours à la gorge. Vous penseriez que l'enterrement serait simple. Creuser un trou, vous y déposer, dire une prière, terminé. Mais non. C'est le Moyen-Âge. Votre lieu de repos final dépend moins de votre âme et plus de votre portefeuille. Premier problème, la terre consacrée, si vous voulez être enterré dans le cimetière de l'église, vous avez besoin d'argent. Frais pour une tombe convenable, frais pour le prêtre, frais pour les bougies, si vous ne pouvez pas payer. Votre corps pourrait être entassé dans une fosse commune à l'extérieur des murs avec une belle vue panoramique sur le tas d'ordures locales. Espérons que vous aimez l'odeur du chou pourri parce que vous partagerez l'éternité avec. Deuxième problème, l'espace. Les cimetières se remplissaient vite. Et quand il manquait de place, les fossoyeurs n'élargissaient pas exactement l'immobilier. Ils vous déterraient simplement après quelques années, jetaient vos os dans une fosse à ossements et recyclaient votre parcelle. Oui. Même dans la mort, vous vous faisiez expulser. Rien ne dit reposer en paix comme être empilé comme du bois de chauffage dans le coin d'un ossuaire. Troisième problème, les règles sur comment vous êtes mort. Suicide. Oubliez la terre consacrée. Exécuté pour un crime. Votre cadavre pourrait finir pendu en exposition ou enterré à un carrefour pour que votre âme agitée ne dérange pas les gens décents. Mort de peste. Directement dans la tranchée la plus proche. Chauve vive saupoudrée sur le dessus. Pas de cérémonie. Pas de dignité. Et ne pensez pas que l'Église était toujours compatissante. Si vous aviez été excommunié, il ne laisserait même pas votre corps près de la terre sainte. Fondamentalement. Désolé. La damnation éternelle n'était pas suffisante. Maintenant vous êtes interdit de cimetière. Aussi, les riches, bien sûr, s'en sortaient mieux. Les nobles obtenaient des tombeaux, des effigies et parfois même une place permanente à l'intérieur de l'église elle-même, où leur ressemblance en marbre pouvait toiser les paysans pendant des siècles. Vous avez de la chance si votre marqueur de tombe n'est pas juste un rocher avec ici repose. Personne d'important gravé dessus, alors même dans la mort. Vous réalisez que le Moyen-Âge n'a jamais cessé de vous rappeler votre place. Les règles ne vous disaient pas seulement comment vivre, elles vous disaient comment pourrir. Et la blague finale, vos descendants oublieront probablement. De toute façon, vous êtes enterrés, parce que dans l'Europe médiévale, même l'au-delà avait une liste d'attente. Vous êtes assis dans la taverne, quelques chopes de bière plus loin, quand votre ami marmonne quelque chose sur le nouveau chapeau de l'évêque qui ressemble à une ruche volée. Vous riez, peut-être un peu trop fort. Mauvaise idée. Au Moyen-Âge, se moquer de l'Église n'était pas seulement de mauvaise manière, c'était un crime. Un sérieux, voyez-vous. L'Église n'était pas seulement une question de sermon du dimanche et de vitraux. C'était le plus grand propriétaire terrien d'Europe, plus riche que les rois, et fondamentalement la version médiévale d'Amazon et du fisc combiné. Ce qui signifiait qu'insulter un prêtre ou remettre en question la doctrine était comme critiquer votre patron alors que le patron possède votre maison, votre approvisionnement alimentaire et votre âme. Pas intelligent. Les punitions variaient. Mais aucune n'était agréable. Vous pourriez être condamné à une amende. Forcé de faire pénitence publique, imaginez rester pieds nus dans l'église pendant que tout le monde vous regarde comme si vous aviez pété pendant la messe, ou si vous poussiez vraiment. Marqué comme hérétique. Et une fois que cette étiquette collait, les choses devenaient chaudes. Littéralement. Parce que l'hérésie et le feu avaient tendance à aller de pair. Les règles ne concernaient pas seulement la protection de la foi. Elles concernaient la protection du pouvoir. L'autorité de l'Église dépendait de la croyance des gens qu'elle était intouchable. Si vous pouviez vous moquer d'un prêtre sans conséquence, tout le système pourrait commencer à vaciller. Et l'Église médiévale ne tolérait pas le vacillement. Alors vous gardiez vos blagues pour vous, bien sûr. Peut-être que vous les chuchotiez après la tombée de la nuit dans la grange quand vous étiez absolument sûr que personne n'écoutait. Mais même alors, vous deviez faire attention. Les voisins cafardaient. Les gens gagnaient des faveurs en signalant le blasphème. Et soyons honnêtes, qui ne vous vendrait pas si cela signifiait un peu moins de pénitence pour eux-mêmes? Pendant ce temps, le clergé lui-même n'était pas toujours des modèles de vertu. Certains vivaient somptueusement, avaient des maîtresses ou accumulaient des richesses. Mais critiquer cela? Hors limite. Vous deviez sourire, hocher la tête et prétendre que le festin à 15 plats de l'évêque était spirituellement édifiant, pendant que vous rongiez du parasite. Alors, vous vous mordez la langue, riez poliment au sermon et ne faites plus jamais de blagues sur les prêtres en public, parce qu'au Moyen-Âge, la liberté d'expression n'existait pas. Et si vous l'oubliez, l'Église avait plein de façons créatives de vous le rappeler. Parce qu'ici, les bâtons et les pierres pourraient vous casser les os, mais les mots pourraient définitivement vous faire brûler. C'est la tombée de la nuit.
Vous êtes enfin chez vous après une longue journée. Ah. Pliez votre colonne vertébrale en deux pour le profit de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous voulez, c'est vous asseoir près du feu. Mangez votre ragoût à queue et peut-être ne pas mourir de froid. Mais juste au moment où vous commencez à vous sentir humain à nouveau. La cloche de l'église retentit. Le message est clair. Couvrez votre feu, éteignez vos bougies. Les bons moments sont finis. Ce n'était pas une suggestion, c'était la loi. Votre foyer devait être couvert la nuit où vous risquiez des amendes, des punitions au pire. Brûlez tout le village parce que vous vous êtes endormi avec une bûche qui couvait encore, et dans une ville entièrement faite de bois, de toits de chaume et de mauvaises décisions. Le feu se propageait plus vite que les potins après la messe. Un fermier ivre pouvait transformer la maison de tout le monde en feu de joie. Et personne ne vous laissa. Alors vous obéissez. Vous pelletez de la terre sur votre feu, marmonnant des malédictions dans votre souffle, et passez le reste de la soirée à grelotter dans le noir. Vos options de divertissement sont limitées. Parlez à votre famille dont vous en avez marre, écoutez les rats dans les chevrons, ou restez éveillé en imaginant à quel point les nobles sont au chaud en ce moment dans leurs châteaux de pierre avec plusieurs cheminées rugissantes. Bien sûr, les riches ne suivaient pas toujours cette règle. Les seigneurs et les évêques avaient des salles en pierre et des serviteurs pour gérer les flammes. Donc ils pouvaient se permettre de garder le feu allumé toute la nuit. Vous, cependant, êtes le risque. La loi n'a pas été écrite pour eux, elle a été écrite parce que votre hut est fondamentalement une torche géante qui attend de se produire, et bien que la règle ait empêché des incendies dévastateurs, elle rendait aussi les nuits misérables. L'obscurité n'était pas paisible, elle était terrifiante. Voleurs, loups, voisins ivres, cherchant des bagarres, tous prospéraient après le couvre-feu. Le feu n'était pas seulement de la chaleur, c'était de la protection. Sans lui, vous êtes assis dans le noir comme un appât, espérant que rien là-bas ne décide que vous avez l'air comestible. Pourtant, la loi est restée pendant des siècles. Le feu était à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Et la vie médiévale était déjà assez dangereuse sans se réveiller dans un tas de cendres. Alors vous tirez la couverture plus serrée. Écoutez le silence et attendez l'aube. Parce qu'au Moyen-Âge, la survie ne concernait pas le confort, elle concernait l'obéissance. Et si cela signifiait geler la nuit pour que toute la ville ne brûle pas, alors félicitations, vous avez encore une fois souffert pour le bien commun. L'exil n'était rien de nouveau dans le monde viking. Les sociétés liées par l'honneur avaient une façon brutale de traiter les fauteurs de troubles. Si vous tuiez le mauvais homme ou perturbez l'équilibre fragile du pouvoir, vous étiez mis hors la loi. C'est exactement ce qui est arrivé à Eric le Rouge, après une série de disputes violentes en Islande, y compris une querelle sanglante qui a laissé des hommes morts. Eric a été condamné au bannissement. Sans nulle part où aller, il a regardé vers l'ouest, chassant des histoires d'une terre lointaine aperçue par des marins déviés de leur route. Quand le navire d'Eric a finalement traversé le brouillard et la glace pour atteindre la côte du Groenland, cela a dû sembler plus une punition qu'une promesse. L'horizon était déchiqueté de glaciers. Les vallées étaient balayées par le vent et stériles. Le sol mince et rocheux. L'hiver mordait dur, même pendant les mois d'été. Pour la plupart, ce n'était pas un endroit pour l'agriculture, encore moins pour élever des familles. Mais Eric n'était pas seulement un guerrier. C'était un vendeur. Il comprenait le pouvoir des mots dans la formation du destin. Il a choisi d'appeler cette nouvelle terre rue du Groenland. Le Groenland, c'était un mensonge. Audacieux, mais utile. L'un ou d'autre voyait de la pierre froide et des champs de neige. Eric peignait une vision de prairies fertiles et de pentes herbeuses. Le non-sol suggérait l'espoir, un endroit où les fermiers pourraient prospérer, où les familles pourraient prendre un nouveau départ, et où les colons affamés de terre pourraient échapper à la surpopulation de l'Islande. Son génie n'était pas de dompter le Groenland, mais de convaincre les autres qui pouvaient être domptés. De retour en Islande, Eric a diffusé son argument avec la confiance d'un chef chevronné. Il parlait de vallées où les moutons paîtraient, de fjords riches en poissons, de collines prêtes pour les charrues. Il mettait l'accent sur l'abondance, pas la rareté. La promesse de terre était irrésistible pour les familles vikings pressées par des populations croissantes et des ressources limitées chez elles. En 985 de notre ère, Eric avait rassemblé une flotte de longs navires remplis de colons pleins d'espoir, de bétail et d'outils. Certains venaient par nécessité, d'autres pour l'aventure. Ils risquaient tout sur la promesse d'Eric, quittant un sol familier pour un monde qui était plus de glace que de verre. Ce qui les attendait n'était pas le paradis, mais la survie à son plus dur. Pourtant, sans le rebranding astucieux d'Eric, le Groenland aurait pu rester un désert vide, connu seulement des marins à la dérive. Au lieu de cela, il est devenu la scène de l'une des expériences les plus audacieuses de l'endurance viking. À l'été 985 de notre ère, le grand pari a commencé. Eric le Rouge avait convaincu des dizaines de familles de le rejoindre.
et ensemble ils ont préparé leur long navire pour le voyage le plus dangereux de leur vie. Contrairement aux expéditions de raids, ce n'était pas une frappe rapide à travers la mer, ces navires transportaient tout ce qui était nécessaire pour construire une société à partir de zéro. Du bétail et des moutons entassés dans des enclos sur le pont, des chèvres attachées à côté de barils d'eau, des sacs de grains pour planter, des outils en fer et des coffres de tissus et de bois précieux. Les enfants s'accrochaient à leur mère, tandis que les guerriers se tenaient aux rambardes, scrutant l'horizon pour le danger. La traversée de l'Islande au Groenland n'était pas une croisière tranquille. L'Atlantique Nord était un professeur cruel. Et les Vikings le connaissaient bien. Le brouillard s'enroulait et, cachant les falaises et les récifs jusqu'à ce qu'il semble surgir de nulle part. Des bourrasques soudaines déchiraient les voiles, cassant les cordes et trempant les passagers jusqu'aux os. La glace de mer flottait en grande plaque déchiquetée, menaçant d'écraser une coque si elle était heurtée. Beaucoup de nuit. Le seul son était le grincement du bois et les prières chuchotées dans le noir. Tous les navires n'ont pas survécu. Les sagas nous disent que sur les 25 longs navires environ qui sont partis, seulement environ 14 ont atteint le Groenland. Les autres ont été perdus dans les tempêtes, naufragés ou forcés de faire demi-tour, boitant vers la maison avec des mains cassées et des espoirs brisés. Ceux qui ont persévéré l'ont fait avec une détermination sombre. Faire demi-tour signifiait la honte. Continuer signifiait le danger. Mais aussi la chance de nouvelles terres et la liberté des anciennes dettes. La vie à bord du navire était exiguë et implacable. Les familles se blottissaient sous des capes de laine, combattant le mal de mer et la faim. Les repas étaient du pain dur, du poisson séché et tout ce qui pouvait être bouilli dans l'eau de mer. Le bétail salissait les ponts et la puanteur s'accrochait à tout le monde. Pourtant, il y avait aussi de la résilience. Les femmes filaient du fil à partir de laine, même en mer, gardant leurs mains occupées. Les hommes chantaient des chants de rame quand le vent mourra, les voix s'élevant contre le hurlement des vagues. Les enfants trop jeunes pour comprendre les enjeux trouvaient des moments de rire en jouant avec des jouets en bois flottaient entre les crises de terreur quand le navire tanguait trop violemment. Après des semaines de ce péril, les colons ont finalement aperçu les falaises glacées du Groenland, épuisés, battus, mais vivants. Ils avaient traversé les eaux les plus impitoyables du monde. La terre qui se dressait devant eux n'était pas un paradis vert, mais elle était à eux, et c'était suffisant pour commencer. Quand les colons ont posé le pied pour la première fois sur les rivages rocheux du Groenland, le soulagement a rapidement cédé la place à la réalité. Il n'y avait pas de forêt à couper pour le bois, pas de champs d'eau prêts pour l'agriculture, et peu de signes d'abondance. Les montagnes étaient nues, les vallées étroites, et le climat impitoyable. Si les Vikings devaient survivre ici, ils devraient arracher une maison à la terre elle-même. La solution était à la fois simple et ingénieuse. Les maisons en tourbe, des bandes de gazon étaient coupées du sol, empilées comme des briques et tassées étroitement ensemble. Les murs pouvaient avoir plusieurs pieds d'épaisseur, isolant contre les vents glaciaux qui balayaient des glaciers. Le bois flottait échoué après d'eux. Long voyage à travers la mer devenait le squelette de leurs habitations, poutres de toit, caves de portes et supports. Les Vikings ont appris à récupérer chaque bout de bois que l'océan offrait, traitant chaque rondin comme un trésor. À l'intérieur, ces maisons étaient sombres et enfumées. La seule lumière venait de petites ouvertures couvertes de peaux d'animaux, tandis que les feux couvaient dans des foyers en pierre, remplissant les pièces à la fois de chaleur et de fumée étouffante. Pourtant, comparé au froid dehors, c'étaient des sanctuaires. Les familles dormaient côte à côte sur des bancs doublés de fourrure, partageant la chaleur corporelle pendant les nuits d'hiver sans fin. L'odeur de poissons séchants, de tourbus qui couvent et de bétail parqué à proximité s'accrochait à chaque coin. Ce n'était pas du tout luxueux, mais c'était la survie. La colonie s'est développée lentement. Chaque famille taillant une ferme, des granges et des étables étaient construites dans le paysage, abritant le bétail, les moutons et les chèvres pendant le gel. Des clôtures étaient tissées à partir de bois flottés ou de pierres, enfermant de précieux pâturages où les animaux paissaient pendant le court été. Les femmes travaillaient sans relâche à filer la laine, tisser le tissu et s'occuper des enfants, tandis que les hommes chassaient les fautes, les caribous et même l'ours polaire occasionnel pour compléter les maigres réserves de nourriture. Les forts communautaires liaient les colons ensemble. Les voisins partageaient le travail, les outils et les histoires autour du feu. La dureté du Groenland exigeait la coopération. L'isolement signifiait la mort. Pourtant, dans cette frontière gelée, les Vikings ont réussi à recréer une version de leur patrie scandinave, des salles pour les festins, des fermes pour les familles, et même de petites églises dans les années ultérieures. Ce qu'ils ont construit n'était pas seulement un abri, mais de l'espoir. Ces maisons en tourbe et bois flottés symbolisaient leur refus de céder. Une preuve que même dans l'un des environnements les plus durs du monde, les Vikings pouvaient se tailler un monde à eux.
pour un fermier viking. Un sol fertile était la richesse elle-même, mais au Groenland, le sol était rare. Mince et têtu. Les colons ont rapidement appris que l'agriculture ici n'était rien comme en Islande ou en Norvège. Les étés étaient courts, à peine assez longs pour que l'herbe pousse. Et les hivers s'éternisaient sans fin. Pourtant, la survie de la colonie dépendait de l'arrachage de chaque bribe de nourriture de la terre. Les moutons et les chèvres sont devenus l'épine dorsale de leur ferme. Ils pouvaient être sûrs. Les aires de dur qui s'accrochaient aux vallées et fournissaient de la laine, du lait et finalement de la viande. Le bétail était plus difficile, prisé pour leur lait et leur statut, mais coûteux à nourrir pendant les longs hivers. Stocker du foin était une tâche qui consumait tout. Les familles passaient les étés à couper chaque brin d'herbe qu'elles pouvaient trouver, le séchant et l'empilant dans des granges pour les mois sombres à venir. Une pénurie de foin signifiait la famine pour les animaux et les gens de même. Les cultures étaient limitées. L'orge et le seigle étaient tentés dans des parcelles abritées. Mais les rendements étaient maigres. Les colons comptaient fortement sur les produits laitiers. Beurre, fromage et caillé qui pouvaient être stockés et échangés. Le poisson et la viande de phoque comblés. Bien que la chasse soit risquée et nécessite souvent de longs voyages à travers la glace. Traîtresse. Les femmes brassaient du petit lait en boisson aigre, tandis que les enfants apprenaient tôt à aider à garder les moutons, ramasser des œufs et entretenir de petits jardins d'herbes. C'était un équilibre précaire. Une seule mauvaise récolte, un été plus froid que d'habitude, ou une épidémie de maladies parmi les animaux pouvait signifier le désastre. Les preuves archéologiques montrent des os de chiens et même de veaux nouveau-nés abattus pendant les années maigres, des tentatives désespérées d'étirer les provisions alimentaires quand la famine menaçait. La survie au Groenland n'était pas seulement une question de compétences, c'était une question d'endurance et de chance. Pourtant, l'agriculture était plus que la subsistance, c'était l'identité. Les colons se voyaient comme des propriétaires terriens, des fermiers libres dans la tradition nordique, liés à leurs animaux et à leurs champs, même dans cette frontière glacée. Ils s'accrochaient au rythme de la maison, traire à l'aube, couper le foin en été, abattre le bétail en automne, stocker la nourriture pour l'hiver. L'agriculture les ancrait dans un monde qui menaçait constamment de les emporter. Le Groenland a testé leur résolution à chaque tournant. La terre donnait peu, exigeait beaucoup et punissait les erreurs. Mais pendant plus de 4 siècles, les familles vikings ont tenu bon, prouvant que même au bord du monde connu, le mode de vie du fermier pouvait perdurer. Du moins pour un temps, pour les enfants vikings au Groenland. La vie commençait dans les ombres des maisons tourdes et sous le regard d'une communauté luttant pour la survie. Contrairement aux marchés animés de Norvège ou aux fermes d'Islande, l'enfance ici n'était pas une question de jeu insouciant, c'était une question d'apprentissage précoce, de travail acharné et d'endurance dans un monde où la mort planait toujours près. Dès qu'ils pouvaient marcher, les enfants se voyaient confier des tâches. Les plus jeunes transportaient de l'eau, ramassaient du fumier pour le combustible ou aidaient à surveiller les moutons paissant dans la vallée. Les enfants légèrement plus âgés gardaient les chèvres, traillaient les vaches ou ramassaient du bois flotté le long du shore. Les filles apprenaient à filer la laine et à tisser sous les conseils patients quoique sévères d'eux leur mère, tandis que les garçons suivaient leur père dans les collines regardant comment chasser les phoques, poser des filets pour le poisson ou sculpter des outils à partir d'os. L'enfance était un apprentissage et les erreurs pouvaient être coûteuses. Pourtant, il y avait de la place pour la joie. Les archéologues ont découvert de petits jouets sculptés. Chevaux, bateaux et figurines façonnés à partir d'os et de bois. Ces fragments suggèrent que même dans l'adversité, les parents essayaient de donner à leurs enfants du rire. Les flores devenaient des terrains de jeu où les enfants faisaient ricocher des pierres sur l'eau ou couraient pour escalader des pentes rocheuses. Mais toujours, le jeu était tempéré par la responsabilité. L'enfance était brève. L'âge adulte venait rapidement. L'éducation était orale, imprégnée d'histoire et de sagas. Autour du foyer la nuit, les anciens racontaient Odin et Thor, ou les voyages d'ancêtres légendaires. Ces contes n'étaient pas seulement du divertissement. C'étaient des leçons de courage, de ruse et d'endurance. Plus tard, alors que le christianisme s'enracinait, les enfants apprenaient des prières en latin. Bien que la plupart ne puissent ni lire ni écrire, la mémoire était leur bibliothèque et la narration leur manuel. Le danger était omniprésent. La maladie se propageait facilement dans les maisons en tourbe exiguë. Les hivers étaient brutaux et la famine réclamait parfois les plus jeunes en premier. Des tombes d'enfants, certains aussi jeunes que quelques mois, ont été trouvés près des colonies. Leur courte vie est un rappel de la fragilité de la survie. Pourtant, les familles continuaient à avoir des enfants non seulement par amour, mais par nécessité. Plus de mains signifiait plus d'aide. Et plus d'aide signifiait une plus grande chance que le ménage endure. Au Groenland,
Le rire d'un enfant pouvait percer la monotonie de l'adversité. Mais derrière chaque sourire se cachait la vérité sobre. Ils étaient préparés pour une vie de lutte constante, dès la naissance. Ils étaient les héritiers de la même résilience que leurs parents avaient portée à travers la mer. Une résilience qui a gardé la colonie vivante pendant des générations, dans les colonies Vikings du Groenland. La survie n'était pas seulement gagnée par les hommes qui chassaient ou labouraient, elle était maintenue ensemble par le travail implacable des femmes. À l'intérieur des maisons tourbes, sombres, le travail des femmes était le fil invisible qui gardait les familles vivantes. Et sans lui, la colonie se serait effondrée en une génération. Le tissage était au cœur de ce travail. La laine des moutons et des chèvres était cardée, filée et transformée en tissu sur des métiers verticaux qui se tenaient dans les pièces enfumées. Des fermes, le tissu n'était pas seulement pour les vêtements, c'était de la monnaie. La laine, qui s'est connue sous le nom de Vadmal, était échangée à travers l'Atlantique Nord et au Groenland. Elle est devenue l'une des exportations les plus précieuses de la colonie. La compétence d'une femme au tissage n'était donc pas seulement domestique mais un pouvoir économique. Ses heures penchaient sur le métier façonnaient la prospérité de son ménage. Mais le tissage n'était qu'un fil de leur fardeau. Les femmes s'occupaient de la laiterie, trayant les vaches et les chèvres, faisant du beurre, du fromage et du skyr, une sorte de cahier de lait aigre. Ces produits étaient des aliments de base du régime groenlandais, stockés soigneusement pour durer tout l'hiver long. Un lot raté pouvait signifier la fin des mois. Plus tard, les femmes géraient également le foyer, gardant le feu vivant pendant les nuits sans fin, cuisinant avec peu plus que du poisson, de la viande de phoque et des grains séchés. Leur travail exigeait une vigilance constante, car un seul manquement pouvait laisser une famille froide et affamée. L'accouchement ajoutait encore une autre couche de difficulté, avec des connaissances médicales limitées et des conditions dures. L'accouchement était périlleux. Beaucoup de femmes mouraient jeunes, laissant des familles fracturées. Celles qui survivaient jonglaient avec des nourrissons attachés dans leurs dos pendant qu'elles filaient de la laine, s'occupaient du bétail. Les enfants étaient souvent élevés collectivement, les filles aînées aidant à prendre soin de leurs jeunes frères et sœurs, entrelaçant davantage les rôles des femmes avec la survie de toute la communauté. Les femmes étaient aussi gardiennes de la mémoire. Le soir, quand les feux brûlaient bas, elles récitaient des sagas, des prières et des contes ancestraux. Alors que le christianisme se répandait, les femmes maintenaient des pratiques dévotionnelles, enseignant aux enfants leurs premières prières et organisant des rituels familiaux autour des jours de fête. Elles devenaient à la fois des ancres spirituelles et des préservatrices culturelles, s'assurant que l'identité nordique perdure même aux marges glacées du monde connu, bien que leur nom apparaisse rarement dans les sagas. Les femmes vikings du Groenland étaient l'épine dorsale de la colonie. Leur tissage habillait les colons, leur laiterie remplissait les gardes-manger, leur travail élevait les murs de chaque ménage, dans le silence et la fumée. Elles ont forgé le tissu de la vie elle-même, prouvant que la survie au Groenland était autant le triomphe d'une femme que celui d'un homme. Même au bord du monde, la foi voyageait avec les colons. Quand les gens d'Éric le Rouge sont arrivés au Groenland, la plupart étaient encore liés aux anciens dieux nordiques, Odin le voyant, Thor le tonnerre, Freya de la fertilité et de l'amour, les sacrifices, les charmes et les sagas les liaient à un monde spirituel qui avait guidé leurs ancêtres pendant des siècles. Pourtant, au moment où la colonie a mûri, le christianisme s'était répandu à travers la Scandinavie, et son influence a également atteint les flores du Groenland. Le changement était dramatique. Éric lui-même a résisté à la conversion, obstinément fidèle aux anciens dieux. Mais sa femme, Thiodrild, a embrassé le christianisme avec zèle. Elle a insisté pour construire une petite église près d'eux. Leur ferme à Bratalid malgré les protestations d'Éric. Les sagas nous disent qu'Éric a refusé d'y entrer, rejetant la nouvelle foi comme une faiblesse. Pourtant, la chapelle de Thiodrild est devenue un point de rassemblement. La première église chrétienne du Groenland, de cette modeste structure aux murs de tourbe. Le christianisme a commencé à prendre racine. Au début du XIIe siècle, la colonie avait des évêques, des prêtres et des églises en pierre. La plus célèbre étant la grande cathédrale de Gardar. Ses vestiges se dressent encore aujourd'hui. D'épais murs de pierre s'élevant au-dessus de l'herbe, témoignage silencieux de la foi dans une terre où la survie elle-même était une bataille quotidienne. La religion apportait plus que le rituel, elle liait le Groenland au monde plus large. Les évêques de Norvège envoyaient des prêtres et les Groenlandais renvoyaient de l'ivoire de morse, des fourrures et des peaux pour payer les dîmes et garder leur lien spirituel vivant. La foi également remodelait la vie quotidienne. Les fêtes païennes étaient remplacées ou réinterprétées à travers les fêtes chrétiennes. Les enfants étaient baptisés, les mariages bénis et les morts enterrés en terre consacrée. Même dans cette frontière rude, les colons voulaient faire partie de la communauté chrétienne universelle.
savoir que leurs âmes étaient connectées à celles de Norvège, d'Islande et au-delà. Pourtant, des traces des anciennes voies persistaient. Des amulettes en forme de marteau de Thor ont été trouvées à côté de croix, suggérant que beaucoup de Groenlandais jouaient la sécurité, portant les deux traditions dans le futur incertain, dans une terre si périlleuse. Il était logique d'invoquer chaque pouvoir possible, ancien et nouveau. La foi donnait aux colons groenlandais quelque chose au-delà de la survie. Elle donnait du sens. Incliner la tête en prière dans des églises en tourbe pendant que les vents hurlaient dehors et tête. D'insister que la vie ici n'était pas simplement de l'endurance, mais faisait partie d'un ordre divin. Leur foi n'a pas fait fondre la glace ni adouci le sol, mais elle leur a donné le courage d'affronter les deux. Le Groenland pouvait sembler le bord du monde, mais les Vikings qui y vivaient n'ont jamais été entièrement coupés, dès le début. La survie dépendait du maintien de liens avec l'Islande et la Norvège. Les colons pouvaient produire de la laine, des produits laitiers et des peaux. Mais il manquait de nombreux éléments essentiels, du fer pour les outils, du bois pour la construction et des produits de luxe qui renforçaient le statut. Pour combler le fossé, ils se sont tournés vers le commerce, créant des lignes de vie à travers l'Atlantique Nord agité par les tempêtes. L'ivoire de Morse était l'exportation la plus prisée du Groenland. Les défenses de Morse, sculptées et polies, étaient expédiées en Europe où elles devenaient des pièces d'échecs, des artefacts religieux et des ornements de luxe. Chasser le Morse n'était pas une tâche facile. Cela signifiait de longues expéditions vers le nord dans des eaux glacées, bravant les ours polaires, des mers traîtresses et un froid mordant. Mais l'ivoire rapportait des prix élevés. Et pendant un temps, il a maintenu la colonie pertinente sur les marchés européens. À côté de l'ivoire venaient les fourrures, les peaux de phoque et même la corde faite de peau de morse. Toutes les marchandises qui attachaient le Groenland à l'économie médiévale plus large. En échange, les navires apportaient du grain, du fer, du bois et des marchandises qui ne pouvaient pas être produites localement. Les prêtres et les évêques voyageaient dans les deux sens, assurant la connexion spirituelle de la colonie avec l'Église. Les lettres et les rumeurs apportaient des nouvelles de rois, de croisades et de guerres qui semblaient impossiblement lointaines, mais qui façonnaient encore le destin du Groenland. Chaque navire qui arrivait dans les shores était à la fois un soulagement et un rappel. Ils n'étaient pas oubliés, mais ils étaient loin. Pourtant, l'isolement planait toujours. Des années pouvaient passer sans un seul navire d'Europe. Les tempêtes, la politique ou la simple négligence pouvaient faire taire le lien du Groenland avec le monde extérieur. Pendant ces lacunes, les colons devaient tirer les provisions qui s'amenuisaient, réparer les outils cassés avec de l'os ou de la pierre, et improviser là où le commerce les aurait autrefois sauvés. Le poids psychologique de cette incertitude était immense. Chaque été, les familles scrutaient l'horizon pour des voiles, espérant, priant qu'un navire apparaisse, malgré les difficultés. Les Groenlandais restaient de fiers participants du monde nordique. Ils racontaient des histoires de l'elfe égyptien naviguant encore plus loin vers l'ouest, vers des terres de forêt et de gibier. Ils envoyaient des cadeaux aux rois et aux églises, affirmant leur place dans la tapisserie nordique. Mais sous cette fierté se trouvait une vérité fragile. Leur survie dépendait de navires qui pourraient ne pas venir. Le Groenland était connecté, oui, mais toujours précairement pris entre le commerce et l'isolement, l'appartenance et l'abandon. Pendant des siècles, les colonies nordiques du Groenland ont enduré, taillant une vie fragile hors de la glace, mais au XIVe et XVe siècle, les colonies ont commencé à s'affaiblir. L'archéologie et les sagas ensemble font allusion à l'endénouement, pas un effondrement dramatique unique, mais une disparition progressive. Comme un feu qui manque de combustible, le climat était un ennemi. Le soi-disant petit âge glaciaire a saisi l'Atlantique Nord, apportant des hivers plus froids et des étés plus courts. Les pâturages se sont rétrécis. Les récoltes de foin ont échoué et le bétail est mort de faim. L'agriculture, toujours précaire, est devenue presque impossible. Les familles abattaient les animaux tôt, réduisaient les troupeaux et luttaient pour garder de la nourriture en réserve. Les os d'enfants, des sépultures tardives montrent des signes de malnutrition. Preuve que la faim hantait les dernières années de la colonie. Le commerce a également faibli. L'ivoire de morse a perdu de la valeur en Europe, déplacé par les voiles d'éléphants d'Afrique. La principale exportation du Groenland s'est effondrée. Moins de navires venaient. Sans importation de fer, de bois et de grains, les colons se sont tournés vers l'intérieur, réparant les outils avec de l'os, rafistolant les toits avec tout bois qui s'échouait. L'isolement, autrefois un inconvénient, est devenu une condamnation à mort. Le conflit avec les Inuits peut avoir également joué un rôle. Les Nordiques les appelaient Skjines, et bien que les preuves suggèrent du contact, du commerce et une coexistence occasionnelle, les tensions ont sûrement éclaté. Les kayaks inuits et les techniques de chasse étaient mieux adaptées à l'environnement arctique, alors que les fermiers nordiques s'accrochaient obstinément aux façons européennes.
Les Inuits prospéraient là où ils échouaient. Certains chercheurs croient que la compétition pour les ressources de phoques, morses et zones de pêche a approfondi la lutte nordique. La religion est restée forte jusqu'à la fin. Les églises étaient toujours construites et les prêtres tenaient toujours la messe même alors que les bancs se vidaient. Un festin de mariage au début du XVe siècle est le dernier enregistrement écrit du Groenland nordique, un instantané de joie face au déclin. Après ça, le silence, au milieu des années 1400. Aucun navire n'est revenu, aucun message n'est venu. La colonie a disparu de la mémoire européenne. Ses habitants absorbés dans la terre qu'ils avaient si durement combattu pour revendiquer. Quand les explorateurs ont plus tard redécouvert les ruines églises en pierre, fermes effondrées, champs abandonnés, ils ont trouvé des rappels lentants de la résilience. Les murs en tourde tenaient toujours contre le vent. Les pierres tombales marquaient des noms depuis longtemps oubliés. Les Nordiques du Groenland n'avaient pas échoué par manque de courage, mais parce que même le courage a des limites. Au bord du monde, ils ont enduré aussi longtemps qu'humain possible jusqu'à ce que la glace, la faim et le silence les réclament. Pour les Illyriens, le mariage n'a jamais été seulement une question de deux personnes choisissant de vivre ensemble. C'était la liaison de lignées sanguines, la consolidation d'alliances de clans, et parfois l'évitement de conflits, dans un monde où la parenté déterminait la protection, l'honneur et la survie. Le mariage était un contrat politique et social d'abord et une union privée ensuite. Les clans étaient le cœur de la société illyrienne. Chaque homme et femme appartenait non seulement à une famille, mais à un réseau étendu de parents s'étendant à travers les vallées et les colonies sur les collines. Ces clans contrôlaient les terres, les ressources et les guerriers. Quand deux jeunes gens se mariaient, l'événement remodelait plus que leur vie quotidienne, il remodelait les alliances entre les groupes. Un mariage pouvait assurer la paix entre rivaux, renforcer les liens commerciaux, améliorer la coopération militaire. De cette façon, le personnel était toujours politique. Les négociations sur le mariage étaient menées par les anciens, des hommes d'autorité qui pesaient les avantages soigneusement. Ils considéraient la richesse de la famille de la mariée, la réputation de la lignée du marié et les gains à long terme qu'une telle union pourrait apporter. Un mariage était rarement spontané. C'était le résultat d'une prise de décision calculée, une stratégie pour la survie dans un monde de loyauté changeante. Pourtant, cet accent sur les unions centrées sur le clan, elle n'a pas dépouillé le mariage de son pouvoir symbolique. Les mariages étaient des moments où l'identité collective d'un clan était affichée. La jonction de deux familles était célébrée non seulement comme une étape personnelle mais comme un triomphe pour la communauté plus large. Les chants, les rituels et les cérémonies publiques rappelaient tous au présent que le mariage était plus grand que la mariée et le marié. C'était un nouveau lien dans la chaîne de parenté qui liait les Illyriens ensemble. Pour les individus impliqués, cette vision centrée sur le clan pouvait être à la fois une bénédiction et un fardeau. Une mariée pouvait être donnée à une famille qu'elle connaissait à peine. Son devoir lié aux promesses de son père, un marié pouvait trouver son mariage façonné plus par les alliances que par l'affection. Pourtant, au sein de ces unions, les liens pouvaient se renforcer avec le temps, forgés par le travail partagé. Les enfants et le rappel constant que leur mariage portait le poids de clans entiers. Dans la société illyrienne, alors, se marier était entré dans la toile du destin collectif. La cérémonie pouvait avoir uni deux personnes, mais les conséquences atteignaient beaucoup plus loin, résonnant à travers les groupes de parents, les alliances et les générations. Dans la culture illyrienne, le mariage était rarement une question de choix personnel. Il était arrangé, négocié et soigneusement géré par les anciens du clan. Les pères, les oncles et les leaders masculins respectés étaient les architectes de ces unions, s'asseyant ensemble pour peser les avantages potentiels et les obligations de chaque mari. Pour eux, le bonheur de la mariée et du marié était secondaire à la prospérité, la sécurité et l'influence de leur famille. Le processus pouvait être long et délibéré. Les anciens considéraient la lignée, la richesse, les droits fonciers et même les rivalités passées. Si un clan avait une histoire de querelle avec un autre, un mariage pouvait guérir les blessures et créer un lien plus fort qu'aucun traité. Si une famille avait besoin de consolider sa position, se marier dans un clan plus riche ou plus respecté était une façon d'élever le statut. Pour les familles de guerriers, les unions pouvaient assurer un soutien militaire en temps de conflit. Dans chaque cas, le mariage était un mouvement calculé dans le jeu d'échecs de la survie. Pour la mariée et le marié, cela signifiait souvent peu de voix dans leur propre avenir. Les jeunes femmes en particulier étaient soumises aux décisions de leur père, qui cherchait l'union la plus avantageuse. Une mariée pouvait être promise à un homme qu'elle connaissait à peine. Son mariage arrangé quand elle était encore une enfant. Les mariés aussi étaient liés par les choix de leurs anciens, alors qu'un jeune homme pouvait rêver d'un certain
Le devoir l'emportait généralement sur le désir, pourtant. Les mariages arrangés n'étaient pas sans leurs avantages, dans un monde où les clans faisaient face à des menaces constantes de tribus rivales, d'envahisseurs étrangers et même de difficultés naturelles. Les unions arrangées donnaient de la stabilité. Un jeune couple entrant dans le mariage le faisait, avec le plein soutien de 2 groupes de parents étendus. Leur ferme serait mieux approvisionnée, leurs enfants plus sécurisés, et leurs disputes médiées par un réseau plus large d'alliances familiales. Ce réseau d'obligations signifiait que les liens de mariage pouvaient onduler à travers des régions entières, façonnant la politique illyrienne de manière subtile mais durable. Les rituels entourant les mariages arrangés renforçaient cette nature collective. Les négociations n'étaient pas tenues en secret mais souvent dans des rassemblements publics où les accords étaient témoignés et célébrés par la communauté. Cette visibilité faisait du mariage non seulement une union personnelle mais contrat communal. Tous les présents étaient rappelés que le mariage était un outil pour façonner le destin du clan dans son ensemble. De cette façon, les mariages arrangés étaient moins une question d'étouffement du choix individuel et plus une question d'assurance de la survie collective. Ils incarnaient la vision du monde illyrien que la force du clan venait d'abord et les vies personnelles existaient dans ce cadre plus large. Aucun mariage illyrien n'était complet sans l'échange de richesses, le plus souvent sous la forme d'une dot. La dot n'était pas seulement un cadeau de la famille de la mariée, c'était une déclaration d'honneur, de stabilité et du sérieux de l'alliance. Dans une société où la terre, le bétail et les armes marquaient le statut, la dot devenait à la fois une ressource pratique et un symbole puissant pour la famille de la mariée. Fournir une dot était une façon de prouver leur force et leur générosité. Une famille riche pouvait l'envoyer dans le mariage avec des moutons, des chèvres ou même un cheval prisé avec des textiles tissés, des outils et des biens ménagers. Plus la dot était impressionnante, plus le respect que le clan commandait était grand. Une offrande avare ou maigre pouvait causer des chuchotements de faiblesse, endommageant la réputation d'une famille. La famille du marié, cependant, n'était pas simplement le bénéficiaire. Accepter une dot signifiait accepter la responsabilité. C'était un engagement à traiter la mariée bien, à maintenir l'alliance et à soutenir la confiance que la transaction représentait. Dans certaines régions, il y a des preuves de tradition de prix de la mariée également, des cadeaux coulant dans la direction opposée, de la parenté du marié à la famille de la mariée. Cet échange renforçait l'idée que le mariage n'était pas un achat mais un investissement mutuel, liant 2 clans ensemble en obligation et en attente. Les articles inclus dans les dots révèlent également beaucoup sur la vie illyrienne. Le bétail dominait car les animaux étaient la richesse en mouvement. Ils fournissaient de la nourriture, des vêtements et du commerce. Les objets métalliques quand disponibles étaient prisés car les armes et outils en fer donnaient des avantages pratiques et militaires. Les dots des femmes incluaient souvent des vêtements tissés, des couvertures et des bijoux, non seulement des symboles de beauté, mais aussi une preuve de la compétence et de l'industriosité de la mariée. Ces articles stockeraient le nouveau ménage, assurant que le jeune couple commence sa vie ensemble avec sécurité. Les cérémonies de dot étaient publiques et festives, quand les cadeaux étaient échangés. Les communautés se rassemblaient pour témoigner du transfert, souvent accompagné de festins, de musique et de bénédictions. Cette visibilité était importante. Elle assurait que le contrat de mariage n'était pas seulement entre 2 familles, mais reconnu et maintenu par l'ensemble du réseau de clans. Au-delà de l'économie, la dot portait un poids spirituel. Elle marquait la transition de la mariée d'une famille à une autre, adoucissant son passage dans le ménage de son mari. De cette façon, la dot n'était pas seulement de la richesse, mais un pont connectant les anciens liens avec les nouvelles responsabilités et assurant que l'alliance perdurerait parmi les Illyriens. Le mariage n'était pas seulement un contrat social et économique, c'était aussi un moment sacré qui touchait le monde spirituel. Au centre de la cérémonie se trouvaient les rites de fertilité, des rituels conçus pour assurer que l'union serait fructueuse, que les enfants naîtraient, que la terre et les troupeaux prospéreraient sous la bénédiction des dieux. Sans fertilité, le mariage perdait beaucoup de son but, car la force d'un clan dépendait de la croissance des familles. Avant le festin de mariage, des sacrifices étaient souvent faits aux divinités liées à la fertilité et à la prospérité. Les preuves archéologiques et les contre-mains ultérieurs suggèrent que des animaux tels que les moutons, les chèvres ou les taureaux étaient offerts pour invoquer la faveur divine. Le sang du sacrifice était parfois aspergé autour du site de mariage, symbolisant la vie et la continuité. Dans certaines régions, le couple lui-même pouvait être oint de sang ou d'huile, les marquant comme participant à un rituel plus grand qu'eux-mêmes. Les feux aussi jouaient un rôle dans de nombreuses traditions indo-européennes. Les flammes symbolisaient la purification et les nouveaux départs, et les Illyriens ne faisaient pas exception.
Les couples pouvaient marcher autour d'un feu, sauter par-dessus les flammes ou partager un repas préparé dans le foyer sacrificiel. Ces actes n'étaient pas seulement symboliques, ils liaient le couple au cycle éternel de naissance, de mort et de renouveau qui gouvernait toute vie dans la croyance illyrienne. La mariée était souvent au centre de ces rites de fertilité, habillée de ses plus beaux vêtements et ornée de bijoux. Elle était présentée à la fois comme la porteuse d'enfants futurs et l'incarnation vivante de la prospérité. Les parentes féminines l'accompagnaient parfois avec des chants, des danses ou des bénédictions invoquant les ancêtres et les esprits de fertilité. Des herbes et des fleurs pouvaient être tissées dans sa tenue, chacune choisie pour son pouvoir symbolique d'encourager la santé, l'amour et la fécondité. Le marié, pendant ce temps, devait prouver sa préparation comme protecteur et fournisseur. Dans certaines traditions, il pouvait participer à des chasses rituelles ou des concours de force avant le mariage, démontrant qu'il était digne d'élever un ménage. Ces démonstrations liaient la masculinité à la fertilité également, car un chasseur fort signifiait une lignée forte. Dans l'ensemble, ces rites infusaient le mariage d'une dimension sacrée qui allait au-delà des contrats et des dots. Sainte mariée n'était pas seulement lier les familles ensemble, c'était inviter les dieux à bénir l'union, à renouveler la force du clan et à assurer que la vie elle-même continuerait à travers les enfants. Les troupeaux et les chants, aucun mariage illyrien n'était complet sans musique et danse. Une fois les dots échangées et les rituels effectués, les affaires sérieuses de l'alliance se transformaient en une démonstration publique de joie. Pour les clans, c'était plus que du divertissement, c'était une chance de célébrer la survie, la parenté et la continuité de leur peuple. La musique portait le rythme du festin. Des instruments simples tels que des flûtes, des cors et des lyres à cordes donnaient le ton, tandis que les tambours et les hochets conduisaient le rythme. Les chansons racontaient souvent des actes héroïques, des ancêtres légendaires ou les bénédictions des dieux. Au mariage, les vers étaient improvisés pour louer la beauté de la mariée, la force du marié et l'union de leur famille. Ces chansons renforçaient le but du rassemblement, lier la communauté vivante ensemble tout en honorant les voix du passé. La danse était tout aussi centrale. Hommes et femmes se joignaient dans des danses circulaires, main dans la main, se déplaçant au rythme des tambours. Les cercles représentaient l'unité, l'infini et les cycles éternels de vie et de mort. Certaines danses étaient lentes et solennelles, reflétant la dignité de l'occasion, d'autres étaient sauvages et énergiques, symbolisant la fertilité, la vitalité et la force du nouveau ménage. Les jeunes effectuaient parfois des danses compétitives montrant l'agilité et l'endurance, tandis que les anciens bougeaient avec une grâce mesurée, rappelant à tous la sagesse qui guidait le clan. Le festin qui accompagnait ces performances était somptueux, du moins selon les standards illyriens. La viande rôtie des animaux sacrificiels était partagée parmi tous avec les morceaux de choix réservés à la mariée, aux mariés et aux anciens dirigeants. Le vin, l'hydromel ou les boissons fermentées coulaient librement, desserrant les langues et alimentant les chansons tard dans la nuit. La nourriture n'était pas simplement nourriture, mais partie du rituel. Manger ensemble était un acte de solidarité, un signe que toute la communauté se tenait derrière le nouveau mariage. Parfois, les festivités pouvaient durer des jours, attirant non seulement la parenté immédiate, mais aussi les clans voisins. Ces moments étaient plus que des affaires privées, c'étaient des opportunités de renforcer les alliances, de régler les disputes et de rappeler à tout le monde les liens qui les connectaient. Le rire, la danse et le chant aidaient à apaiser les tensions, assurant que même les familles rivales pouvaient partager la joie de l'occasion. De cette façon, les célébrations de mariage illyriennes n'étaient pas des diversions frivoles, c'étaient des affirmations de vie et de continuité où la musique, la danse et le festin transformaient les obligations du mariage en joie communale, à travers le rythme, le mouvement et la nourriture partagée. Les gens des Reilen déclaraient « Cette union n'est pas seulement pour deux, mais pour nous tous, pour les Illyriens. » Le mariage n'était pas seulement une alliance sociale et économique, c'était un acte sacré, nécessitant la bénédiction des dieux. Et les bénédictions dans leur monde étaient rarement gratuites, pour sécuriser la faveur divine. Les sacrifices d'animaux étaient centraux au rituel de mariage, se tenant à la fois comme une offrande et un transfert symbolique de vie. Le type d'animal choisi dépendait de la richesse et de la position de la famille. Un clan riche pouvait sacrifier un taureau ou un cheval, des animaux associés à la force, la fertilité et le prestige. Les familles plus modestes pouvaient offrir des moutons, des chèvres ou des cochons, des créatures toujours liées à la prospérité et à la reproduction. Quelle que soit la taille, chaque sacrifice portait le même poids, une vie donnée pour assurer la fertilité du nouveau couple, la santé des enfants futurs et la prospérité des clans unis. L'acte lui-même était souvent public, effectué devant la communauté rassemblée, les prêtres ou les anciens du clan avec autorité,
Rituel supervisait les procédures. L'animal était orné de guirlandes ou de marques peintes, puis conduit à un autel ou une pierre sacrée, avec des prières et des invocations aux divinités illyriennes. Son sang était versé sur le sol, se mélangeant avec la terre comme un signe de renouveau et de continuité. La terre buvait le sacrifice et en retour, on croyait que les dieux accorderaient l'abondance. Des parties de l'animal étaient souvent brûlées dans un feu, la fumée s'élevant vers les cieux comme un message au divin. Le reste était cuit et partagé parmi les invités pendant le festin de mariage. Cet acte de manger communal donnait au sacrifice un second sens. Il rappelait à tous les présents que le mariage n'était pas seulement béni par les dieux, mais aussi soutenu par l'unité du peuple. Manger la viande sacrificielle était participer au contrat sacré liant chaque participant au succès du mariage. Le sacrifice portait également un élément de protection. Le versement du sang était pensé pour éloigner les mauvais esprits et le malheur, protégeant le couple de tout mal dans leur nouvelle vie ensemble. C'était une façon de nettoyer, assurant qu'aucun mauvais présage ne les suivait dans leur ménage. À travers ces rituels, les mariages illyriens comblaient les mondes humains et divins. Les sacrifices donnaient du poids aux promesses, rappelant à tous que le mariage était plus qu'un lien social. C'était une alliance sacrée, maintenue par les dieux, les ancêtres et le sang des offrandes versées dans la terre. Dans la société illyrienne, la mariée était plus qu'une participante au mariage. Elle était la pièce maîtresse du rituel, le symbole de fertilité, de prospérité et de la continuation du clan. Alors que les hommes négociaient les termes du mariage et effectuaient des sacrifices, les femmes s'assuraient que les traditions entourant la mariée étaient observées avec soin. Ces coutumes élevaient la mariée en une figure à la fois d'honneur et de responsabilité, portant les espoirs de deux familles dans son nouveau ménage. La préparation commençait des jours avant le mariage. Les parentes féminines baignaient la mariée, peignaient ses cheveux et l'ornaient de bijoux, des colliers de bronze, d'argent ou de perles de verre reflétaient la richesse de sa famille, tandis que des ceintures et des fibules attachaient des vêtements qui affichaient sa compétence en tissage. Certains articles étaient des reliques transmises à travers les générations, l'alliant aux femmes qui venaient avant. Cet habillage n'était pas seulement de l'embellissement, c'était un rite de transformation marquant son passage de jeune fille à épouse. Des rituels symboliques entouraient son départ de sa maison natale. Dans certaines traditions, elle pouvait être voilée, représentant à la fois la modestie et le mystère de son nouveau rôle. Les femmes chantaient des lamentations, des chansons douces amères pleurant la séparation de la mariée de sa famille tout en bénissant son avenir. Ces chants soulignaient la réalité que le mariage signifiait laisser un monde derrière pour entrer dans un autre. Le voyage vers la maison du marié était lui-même un rituel. Souvent accompagnée de parents, la mariée était conduite en procession, parfois à cheval, parfois à pied à travers la communauté. En chemin, les voisins la bénissaient avec des cadeaux de nourriture, de boissons ou de talismans destinés à éloigner le malheur. Ce passage public la transformait de fille en épouse devant les yeux de tous, assurant que sa transition était témoin et légitimée. Une fois à la maison du marié, des rituels supplémentaires renforçaient sa nouvelle identité. Elle pouvait faire le tour du foyer, symbolisant son entrée dans le cœur spirituel du ménage. Du pain, du lait ou du miel pouvaient lui être offerts comme présage d'abondance. Dans certains cas, elle allumait un nouveau feu dans la maison, portant en avant le symbolisme de continuité et de fertilité, malgré sa voix limitée dans l'arrangement de son mariage. Les rituels centrés sur la mariée affirmaient son rôle vital. Elle ne faisait pas simplement bouger entre les familles, elle incarnait la promesse des générations futures, portant avec elle les bénédictions de sa parenté, les espoirs de ses ancêtres et la confiance sacrée d'assurer la survie du clan. Chaque mariage illyrien était plus qu'une union personnelle, c'était un contrat politique et social, tissé dans le tissu des alliances de clans. Dans un monde où la survie dépendait des réseaux de parenté, chaque mariage resserrait les liens entre les groupes, créait des obligations et parfois guérissait de vieilles blessures. Pour les Illyriens, le festin de mariage concernait autant le renforcement de l'avenir du clan que la célébration de la mariée et du marié. Les alliances formées par le mariage étaient des outils pratiques de diplomatie. Les clans rivaux pouvaient utiliser le mariage pour mettre fin aux querelles, scellant la paix avec des liens de sang plutôt que des traités fragiles. Un fils se mariant dans un ménage rival signifiait que les deux côtés avaient maintenant des petits-enfants partagés, et tuer la parenté était une ligne que peu étaient prêts à franchir. Dans d'autres cas, les clans cherchaient des partenaires non pour la paix, mais pour le pouvoir, se liant à des voisins riches, des guerriers compétents ou des familles avec de larges connexions commerciales. Les obligations de ces alliances étaient profondes, les familles devaient se soutenir mutuellement. En temps de famine, de conflit ou de raid, un homme pouvait faire appel au clan de sa femme pour des renforts en guerre ou pour de la nourriture si les récoltes échouaient.
De même, une femme pouvait faire appel à sa famille natale pour protection si maltraitée, créant un système de contrôle qui assurait un certain équilibre de pouvoir. Ce réseau d'obligations signifiait que les liens de mariage pouvaient onduler à travers des régions entières. Façonnant la politique illyrienne de manière subtile mais durable, le mariage renforçait également la hiérarchie sociale. Les unions les plus prestigieuses étaient entre clans puissants, souvent accompagnées de dots somptueuses et de grands festins. Les familles moindres bénéficiaient indirectement alors que les alliances se répercutaient, influençant les disputes commerciales et le leadership local. De cette façon, le mariage cartographiait l'ordre social, affichant qui détenait l'influence et qui cherchait à monter plus haut. La participation communale rendait ces alliances tangibles. Quand un mariage était célébré, toute la communauté témoignait du nouveau lien. Les chansons louaient non seulement la mariée et le marié, mais aussi l'unité des clans. Les invités qui festoyaient ensemble devenaient partie de l'alliance. Rappelez que leur fortune était maintenant entrelacée. En essence, le mariage était la colle de la société illyrienne. Il comblait les rivalités, renforçait la sécurité et maintenait l'équilibre délicat du pouvoir parmi des clans farouchement indépendants. Alors que deux jeunes gens se tenaient au centre, le vrai mariage était entre des lignées entières. Leur destin partageait les liens beaucoup plus étroitement qu'aucun contrat écrit ne pourrait jamais le faire. Bien que les Illyriens aient finalement disparu de l'histoire, absorbés dans le monde romain et plus tard éclipsés par de nouvelles cultures, les échos de leur tradition matrimoniale ont persisté longtemps après la dissolution de leurs sociétés tribales. Ces coutumes enracinées dans la loyauté du clan, les rites de fertilité et la célébration communale ont laissé une empreinte sur le tissu social des Balkans où la parenté et le mariage ont continué à être compris comme plus que des unions privées. Un héritage durable était la centralité du clan. Les Illyriens croyaient que le mariage liait non seulement les individus mais des lignées entières. Un concept qui a persisté pendant des siècles dans les villages balkaniques, même à l'époque médiévale et au début de l'époque moderne. Les mariages étaient arrangés en gardant un œil sur le renforcement des alliances et la sécurisation de la protection. Tout comme les Illyriens le faisaient ETR et FOIS, l'idée que l'honneur d'une famille était lié aux alliances d'une autre a continué à façonner les négociations et les attentes autour du mariage. Leurs rites de fertilité aussi ont résonné à travers les générations, bien que les sacrifices de sang de taureaux et de chèvres aient finalement cédé la place aux bénédictions chrétiennes. Le symbolisme du feu, de la nourriture et de l'abondance est resté. Allumer le foyer dans une nouvelle maison, bénir le pain et le vin pour les jeunes mariés ou faire le tour d'un feu pendant les festivals, peuvent tous être vus comme des reflets lointains des pratiques illyriennes qu'il y a autrefois. Les gens au dieu de la nature et de la fertilité. L'aspect communal des mariages illyriens, la musique, les danses et les festins, s'était également révélé remarquablement résilient. Les danses circulaires traditionnelles, effectuées au mariage à travers les Balkans même aujourd'hui, rappellent le symbolisme ancien d'unité et de continuité. Le rôle de la chanson, improvisant des vers pour honorer la mariée et le marié, a également survécu, s'adaptant à de nouvelles langues des fois, mais préservant la même fonction, affirmer publiquement le mariage comme une célébration pour tous, pas seulement pour deux. Peut-être l'héritage le plus révélateur réside dans l'équilibre entre devoir et choix personnel. Pour les Illyriens, les mariages arrangés assuraient la stabilité, et bien que les cultures modernes aient évolué vers la préférence individuelle, des traces de cette mentalité collective persistent, même maintenant. Dans certaines traditions rurales, les anciens jouent un rôle fort dans l'approbation ou l'orientation des unions, faisant écho à la croyance ancienne que le mariage est trop important pour être laissé entièrement au désir juvénile. À la fin, les traditions matrimoniales illyriennes révèlent un peuple qui comprenait que la survie reposait sur les liens entre hommes et femmes, entre familles, entre clans, et entre humains et le divin. Bien que les Illyriens même aient disparu de la scène de l'histoire, les motifs qu'ils ont tissés à travers le mariage ont survécu, portés en avant dans les rituels, les symboles et le besoin humain durable de trouver l'unité face aux incertitudes de la vie. Rageux Sigurdsson, l'homme qui serait plus tard rappelé comme Hardrada, le dirigeant dur, est entré dans le monde en 1000 à une époque où la Norvège était prise entre le chaos et la royauté. Il est né dans la puissante maison de Sigurdsir, un roi mineur dans la région fertile de Gingeik. Sa mère, Stagurandati, était déjà bien connue dans les cercles politiques de Norvège, ayant été la mère d'Olaf Haraldsson, le futur Saint-Olaf et roi de Norvège. Cette collection a placé le jeune Rageux au cœur de l'ambition dynastique dès le début. La Norvège à cette époque n'était pas un royaume paisible. La terre était une mosaïque de chefs, de rois rivaux et d'intérêts étrangers, avec le Dayak et l'Angleterre projetant tous deux longues ombres à travers la mer du Nord. L'ère viking était encore vivante avec son ancien esprit,
de raids et de conquêtes. Mais le christianisme commençait à remodeler la société. Rajuld a grandi à la croisée de ces traditions, entendant des histoires de Dieu et de sagas tout en regardant les prêtres et les évêques établir la nouvelle foi dans sa patrie. C'était une enfance imprégnée à la fois d'épée et de sermons. Ce qui faisait se démarquer Rajuld, même dans sa jeunesse, était sa pure physicalité et sa détermination féroce. Les sagas ultérieures le décrivent comme exceptionnellement grand. Peut-être plus de 1,80 mètres, être dominant la plupart des hommes de son temps, avec des yeux perçants et une présence commandante. À l'adolescence, on dit qu'il était agité, audacieux et déjà compétent avec les armes. Son demi-frère, Olaf, ambitieux de sécuriser la Norvège sous une couronne, devint à la fois une inspiration et un protecteur. Pourtant, l'enfance de Rajuld était loin d'être sûre. Grandir dans un ménage royal au XIe siècle en Norvège signifiait vivre sous menace constante. Les alliances changeaient comme les marées et les ennemis n'étaient jamais loin. Pour Rajuld, cet environnement favorisait la résilience et l'ambition. Il n'était pas destiné à vivre tranquillement sur les terres de son père. Il était façonné pour se battre, diriger et se tailler une place dans un monde violent. Dans la naissance de Rajuld, nous voyons l'émergence d'une figure qui incarnait la dernière grande vague d'ambition viking. Il était le plus jeune fils, pas censé hériter beaucoup, mais le destin n'avait de plus grands plans dès le moment de sa naissance. La vie de Rajuld était sur un cours de sang, d'exil et de conquête. Une saga qui s'étendrait à travers les continents et se terminerait dans l'une des batailles définitives de l'ère viking, à l'été 1030. Rajuld n'avait que 15 ans, mais déjà il se retrouvait à marcher vers l'une des batailles les plus décisives de l'histoire de Norvège. Son demi-frère Olaf Haraldsson, plus tard canonisé comme Saint Olaf, avait été évincé du trône par une coalition de chefs norvégiens alliés au puissant roi danois Knut le Grand. Olaf, déterminé à récupérer sa couronne, rassembla des loyalistes pour une campagne désespérée pour reprendre la Norvège. Parmi eux se trouvait le jeune Rajuld, impatient de faire ses preuves en bataille. Les armées se rencontrèrent à Stiklestad, une vallée rurale qui serait à jamais gravée dans la légende. D'un côté se tenaient Olaf et ses fidèles guerriers, beaucoup d'entre eux issus des petits clans encore loyaux à sa règle. De l'autre, une force écrasante de rebelles soutenue par le Déiak. Impatient de voir Olaf tomber une fois pour toutes, les chances étaient sombres. Pourtant Rajuld refusa d'être laissé derrière, armé d'épées et de boucliers. Il entra dans le mur de boucliers aux côtés de vétérans aguerris. Le sort de son frère et peut-être son propre destin en suspens dans la balance. La bataille était brutale et chaotique. Les lances se heurtaient contre les boucliers. Les flèches assombrissaient le ciel et les cris de guerre résonnaient à travers la vallée. Olaf combattit vaillamment, mais fut frappé pendant la mêlée. Sa mort plus tard rappelée comme un martyr pour le christianisme en Norvège. Rajuld, bien qu'à peine plus qu'un garçon, combattit férocement aux côtés de son frère jusqu'à ce que lui aussi soit frappé avec de graves blessures. Coupé et saignant, il tomba au milieu du carnage. Mais contrairement à Olaf, il survécut. Sa survie, cependant, signifiait l'exil. Avec Olaf mort et la rébellion victorieuse, Rajuld ne pouvait pas rester en Norvège. S'il était capturé, il serait probablement exécuté. Une autre victime de la lutte dynastique. Au lieu de cela, il s'enfuit vers le thé avec une poignée de compagnons loyaux, laissant derrière sa patrie et sa famille. La bataille de Stiklestad était à la fois une défaite écrasante et un étrange commencement pour Rajuld. Elle le priva de son frère, de sa maison et de son avenir immédiat en Norvège. Pourtant, elle le propulsa également sur la scène mondiale. Forcé à l'exil, il errerait plus loin que presque n'importe quel Viking avant lui à Kiev, Constantinople, Sicile et au-delà, portant avec lui les cicatrices de Stiklestad et l'ambition brûlante de revenir. Un jour comme plus qu'un simple survivant, après les champs trempés de sang de Stiklestad, Rajuld Hardrada était un fugitif. La Norvège lui était fermée, et la domination de Knut s'étendait largement à travers la Scandinavie. Pour un jeune guerrier, avec une ambition aussi vaste que celle de Rajuld, l'exil n'était pas une fin, mais une ouverture. Avec une bande d'hommes loyaux, il se tourna vers le thé à travers les forêts et les rivières de Suède jusqu'à ce qu'il atteigne la cour scintillante du prince Yaroslav le Sage à Kiev. La cour de Yaroslav était un carrefour de culture, slave, nordique, grec et nomade des steppes se mêlaient dans la capitale animée. Pour Rajuld, c'était un lieu d'opportunité. Il offrit son épée à Yaroslav et gagna bientôt une place parmi les guerriers d'élite du prince. Les sagas décrivent Rajuld comme audacieux et commandant, et même dans sa jeunesse, son charisme attirait les hommes à le suivre. Pourtant, Kiev n'était qu'un tremplin. Rajuld cherchait l'aventure, les richesses et le renom au-delà de tout ce que la Scandinavie pouvait offrir. De Kiev, il voyagea vers le sud vers le grand empire de Byzance, arrivant à Constantinople, Miklagar,
La grande cité comme les Nordiques l'appelaient, Rajuld entra au service de la garde Hareg, le corps d'élite de guerriers étrangers de l'empereur. Ces hommes, célèbres pour leur loyauté et leur férocité, étaient souvent recrutés du monde nordique. Et Rajuld s'éleva rapidement parmi eux. Sa taille, sa présence et son courage testé en bataille le faisaient se démarquer. Même dans une fraternité de tueurs endurcis, pendant près d'une décennie. Rajuld combattit sous les bannières de Byzance. Il navigua en Sicile, combattant les forces arabes. Il marcha à travers l'Asie mineure, affrontant les ennemis de l'Empire. Il combattit même en Terre Sainte, gardant les pèlerins et sécurisant les routes pour l'empereur. Les sagas, jamais modestes dans leurs éloges, prétendent qu'il combattit 80 batailles pendant ces années, gagnant à la fois richesse et cicatrices. La garde Vareg était plus qu'une unité militaire, c'était une fraternité liée par serment et fortune. Le service Rajuld lui apporta d'immenses richesses, or, bijoux et soie des trésors de l'Empire, richesses qu'il stocka soigneusement avec Yaroslav à Kiev, pour son éventuel retour en Norvège. Mais tout aussi important que le trésor était la réputation. Le nom de Rajuld devint connu bien au-delà de la Scandinavie. Il n'était plus seulement le garçon qui avait fui Stiklestad. Il était un commandant de la garde de l'empereur, un homme qui avait sculpté sa légende à travers la Méditerranée. L'exil s'était transformé en opportunité. À Constantinople, Rajuld devint plus qu'un prince dépossédé. Il devint un guerrier de renom. Sa saga grandissant. Avec chaque campagne, son ambition brûlant plus chaud que jamais. Les années de Rajuld à Constantinople le transformèrent d'un exilé blessé en un commandant chevronné. Pour les Byzantins, il était connu non comme Rajuld, mais comme Harald et au sein de la garde Hareg. Il se distingua rapidement pour sa ruse et sa férocité. Ces guerriers étaient les gardes du corps personnel de l'empereur, craints à travers l'Empire autant pour leur présence imposante que pour leur loyauté. Et Rajuld s'éleva bientôt à une place de leadership parmi eux. Les sagas le dépeignent comme agité, jamais content de rester en garnison quand il y avait des combats à avoir. Il combattit dans des campagnes à travers les vastes frontières de l'Empire. En Sicile, il rejoignit la lutte byzantine contre les forces arabes, prenant d'assaut des forteresses et pillant des villes côtières. À l'est, il affronta les Bulgares et d'autres ennemis menaçant les frontières impériales. Certaines histoires le placent même à Jérusalem, où il aurait aidé à garder la ville sainte lors d'une expédition au Levant. Que chaque conte soit vrai ou brodé, l'impression est claire. Rajuld cherchait la guerre comme d'autres cherchaient la nourriture, et il la trouva en abondance. Son service lui apporta d'immenses richesses. Les Vareg étaient célèbrement récompensés d'or et de butin, et Rajuld se révéla prudent dans l'accumulation de ses gains. Au lieu de tout dépenser dans les tavernes et les marchés de Constantinople, il renvoya ses trésors à Kiev, les confiant au prince Yaroslav pour la garde. Cette prudence montrait que les ambitions de Rajuld étaient toujours fixées sur l'avenir, sur le retour en Norvège, non comme un exilé, mais comme un homme assez riche pour commander la loyauté. Pourtant, l'ascension de Rajuld n'était pas sans controverse. Les sagas suggèrent des affrontements avec des officiels byzantins, suggérant même qu'il aurait pu tomber en disgrâce auprès de l'empereur. Un conte l'accuse d'avoir emprisonné une noble femme ou d'avoir dépassé son autorité, le forçant à fuir l'Empire dans des circonstances tendues, exagérées ou non. Les histoires capturent le caractère de Rajuld, audacieux, volontaire et refusant de se plier, même aux empereurs. Au moment où il quitta Constantinople vers 1000, Rajuld n'était plus le garçon qui avait boité de Stiklestad. Il était devenu un commandant endurci, un homme qui avait vu la richesse des empires et s'était testé contre les adversaires les plus forts de son âge. L'or remplissait ses coffres, les cicatrices marquaient son corps et l'ambition conduisait son cœur. L'exilé avait été trempé dans le feu, et maintenant Rajuld Hardrada était prêt à récupérer son destin. Au début des années 1040, Rajuld Hardrada avait tout ce qu'un prince viking pouvait vouloir: or, renom et autorité forgés en bataille. Ce qui lui manquait était la seule chose qu'il poursuivait depuis sa jeunesse, un trône, avec la richesse qu'il avait soigneusement stockée à Kiev et le prestige de ses campagnes byzantines. Rajuld retourna vers le nord, déterminé à se tailler sa place légitime en Scandinavie. Son premier arrêt fut Kiev, où il récupéra les trésors qu'il avait confiés au prince Yaroslav le Sage. Mais ses liens avec Yaroslav allaient plus profond que l'or. Pendant ses années à l'étranger, Rajuld avait épousé la fille de Yaroslav, Iliseibe, cimentant une puissante alliance avec la cour de Kiev. Avec sa femme et ses richesses à ses côtés, Rajuld navigua de retour vers la Norvège, prêt à défier l'ordre politique qu'il avait exclu pendant plus d'une décennie. À cette époque, la Norvège était sous la règle du roi Manu le Bon, le fils illégitime du demi-frère de Rajuld, Saint Olaf. Manu était respecté et capable, mais Rajuld vit une opportunité. Il revendiqua sa part du royaume comme frère survivant d'Olaf.
tirant parti à la fois de la lignée de sang et de l'immense richesse qu'il avait ramenée à la maison. Manu ne pouvait ignorer le défi de Rajuld, surtout puisque Rajuld avait également rassemblé du soutien en Dayak et en Suède. La confrontation ne se termina pas dans le sang cependant. Au lieu de cela, les deux hommes acceptèrent de partager le trône, régnant sur la Norvège en tant que co-roi. C'était un arrangement difficile plein de rivalité, de suspicion. Rajuld, plus âgé, beaucoup plus expérimenté, était impatient avec l'autorité de Manu, tandis que 0-100-000, méfiant de l'ambition de Rajuld, gardait un œil attentif sur son oncle. Pourtant, ce compromis permit à Rajuld de se rétablir en Norvège sans plonger le royaume dans une guerre civile pure. Quand Manu mourut subitement en 1047, Rajuld devint le seul roi de Norvège. Enfin, après des années d'exil, de services mercenaires et d'ambitions agitées, le trône qu'il avait cherché depuis Stiklestad était à lui. Mais Rajuld n'était pas content de la Norvège seule. Presque immédiatement, il tourna son regard vers l'extérieur, vers le Dayak, vers l'Angleterre, vers partout où son épée et sa ruse pourraient étendre son pouvoir. Rajuld Hardrada était retourné chez lui, non comme un fugitif, mais comme un souverain. Pourtant, fidèle à sa nature, il ne s'arrêterait pas à simplement détenir la Norvège. Pour Rajuld, la royauté n'était que le début d'une saga qui s'étendrait bientôt à travers l'Europe du Nord et finalement l'amènerait face à face avec le destin sur un champ de bataille anglais. À l'été 1066, l'ambition longue de Rajuld Hardrada se transforma en action. Avec une flotte de centaines de navires et des milliers d'hommes, il traversa la mer du Nord pour revendiquer la couronne anglaise. À ses côtés se trouvait Tostig Godwinson, le frère exilé amer de Rajuld Godwinson, le roi nouvellement couronné d'Angleterre. Ensemble, ils planifièrent de renverser la règle de Rajuld et de tailler un nouvel empire de la mer du Nord. L'invasion commença dans le nord de l'Angleterre où Rajuld frappa avec la vitesse et la férocité qui avaient défini sa carrière. Il débarqua ses forces près des rivières et avança rapidement sur la ville de York, la grande forteresse du Nord. À Fulford le 20 septembre 1066, Rajuld rencontra les forces des comtes du Nord, Edwin de Mercie et Morcar de Northumbrie. La bataille fut féroce, mais les vétérans de Rajuld se révélèrent imbattables. Ces guerriers disciplinés repoussèrent les Anglais, écrasant leur résistance. La victoire était décisive. Locke se soumit, et les portes de l'Angleterre du Nord semblaient ouvertes à lui. Ivre de victoire, il commença à organiser son emprise sur le Nord. Des demandes de loyauté furent prises, des otages sécurisés et des provisions rassemblées. Rajuld était assez confiant pour renvoyer une partie de sa flotte vers la Norvège, croyant que la campagne était presque gagnée. Avec York sous contrôle, il s'attendait à ce que la couronne anglaise soit bientôt la sienne. Mais le destin bougeait plus vite qu'il ne l'anticipait. Le roi Rajuld Godwinson, qui se préparait à affronter Guillaume de Normandie dans le sud, marcha son armée vers le nord à une vitesse vertigineuse, couvrant près de 320 km en moins d'une semaine. Rajuld prit Rajuld Hardrada complètement au dépourvu. L'arrivée soudaine du roi anglais forcerait une confrontation qu'aucun des deux camps ne pouvait éviter. Rajuld, campé près du pont de Stamford avec une partie de son armée, n'avait même pas revêtu l'armure complète quand la nouvelle lui parvint que Rajuld Godwinson se rapprochait. La scène était plantée pour l'un des affrontements les plus dramatiques de l'histoire anglaise. Pour Rajuld Hardrada, ce serait le test final de son ambition de toute une vie, une bataille qui déciderait non seulement de son sort, mais de la fin même de l'ère viking. Le 25 septembre 1066, la saga de Rajuld Hardrada atteignit son acte final au pont de Stamford. Rajuld, frais de victoire à Fulford et confiant dans son emprise sur l'Angleterre du Nord, fut pris au dépourvu. Ses hommes étaient dispersés, beaucoup sans armure, certains même se reposant au soleil. Il s'attendait à des négociations avec York, pas à l'arrivée soudaine de l'armée de Rajuld Godwinson, qui avait marché vers le nord à une vitesse incroyable. L'affrontement commença avec une défense désespérée. Selon la légende, un seul guerrier nordique géant tint le pont contre des vagues de soldats anglais, les abattant jusqu'à ce qu'il soit finalement tué par en dessous par une lance poussée à travers les planches. Cet acte de défi acheta à l'armée de Rajuld un temps précieux. Mais les chances étaient contre eux. Les forces de Rajuld Godwinson étaient fraîches, lourdement armées et impatientes d'écraser les envahisseurs. Rajuld, fidèle à son nom, dirigeant dur, refusa de battre en retraite. Grand, féroce et impossible à confondre sur le champ de bataille, il mena ses guerriers dans la mêlée avec le même courage implacable qu'il avait porté de Norvège à Byzance et au-delà. Mais le destin était impitoyable. Dans la chaleur de la bataille, une flèche le frappa à la gorge. Le grand roi viking s'effondra, sa voix réduite au silence dans le chaos de l'acier qui s'entrechoque et des hommes qui crient. La mort de Rajuld Hardrada brisa le moral nordique. Ces hommes combattirent désespérément,
Mais sans leur chef, la marée tourna rapidement. Des milliers de Vikings furent abattus et de la grande flotte qui avait traversé la mer du Nord. À peine une fraction revint. Les sagas nous disent qu'alors Crajold était arrivé en Angleterre, avec plus de 300 navires. À peine 24 étaient nécessaires pour ramener les survivants en Norvège.